Bonsoir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Eh bien, écoutez, cette soirée sera la dernière de l'année, enfin de l'année scolaire, bien sûr, car nous reprendrons les choses en septembre ou en octobre. Ce n'est pas tout à fait fixé. Notre invité de ce soir est Jean Olivreau, et c'est ce que nous nous disions avant de commencer. Ma foi, le hasard du calendrier fait bien les choses, puisque le redécoupage de la carte des régions donne une actualité nouvelle et un tout petit peu imprévue, un peu impromptue à notre séance de ce soir. Jean Olivreau est professeur de géographie à l'université Rennes 2. C'est un universitaire engagé, ce qui pour moi est un compliment et pas du tout une réserve. Et nous discuterons bien sûr ce soir de ses engagements, d'une partie de ses engagements. Il préside notamment l'association Bretagne Prospective. L'association Bretagne Prospective se présente comme ce qui ne se dit ni en français ni en breton, un think tank, dans l'esprit du CELIB, le CELIB bien connu pour le rôle historique qu'il a joué en Bretagne, le CELIB, le comité d'études et de liaison des intérêts bretons, ce regroupement très, très écuménique qui s'était créé en 1950 autour de Pleven notamment, et qui rassemblait de nombreux élus bretons de toutes tendances, mais aussi des milieux patronaux, des syndicats ouvriers et paysans, ainsi aussi qu'une bonne partie de milieux universitaires. Je pense à un géographe bien connu pour son travail universitaire et pour ses engagements politiques, Michel Fliponneau, qui fut longtemps premier adjoint au maire de Rennes. Vous êtes, c'est bien connu, un partisan de la Bretagne à 5 départements. Peut-être un peu moins connu, un engagement qui, lui, date de 2011. Vous aviez à l'époque fait circuler sur Internet une pétition qui s'appelait « L'appel pour l'équilibre urbain de la Bretagne ». Ça avait d'ailleurs donné lieu à un entretien tout à fait intéressant dans l'édition rennaise de Place Publique, le numéro 16 de mars-avril 2012. Et c'était, vous me direz si j'exagère en le qualifiant un peu, une sorte d'appel anti-métropolitain qui estimait que le poids croissant de Rennes, de Brest et peut-être de Nantes était en train de déséquilibrer le territoire breton. Bien sûr, c'est vous et vos proches ont été vos proches, mais impossible de parler de vous sans évoquer la mémoire de votre père, Édouard Olivreau, qui a été longtemps député-maire de Guingamp, dans ce qu'on appelait à l'époque les Côtes du Nord, député-maire centriste, et qui fut également vice-président du CELIB. Et puis, un mot enfin, même si elle c'est elle et vous c'est vous, sur votre épouse, Caroline, qui est également engagée en politique. Elle était candidate du MoDem aux élections municipales, puis aux élections cantonales à Rennes, et elle était la suppléante du candidat du Parti breton aux élections législatives de 2012 dans les Côtes-d'Armor, le Parti breton qui est une petite formation indépendantiste qui, lors des dernières élections européennes, s'est rallié à la liste menée par Christian Troadec, qui est le maire de Carhaix et le leader du mouvement dit des Bonnets Rouges. Sur cette présentation, rien à redire, rien à compléter. Et après, nous allons entrer dans le vif du sujet. Non, je n'ai rien à rajouter, non. Merci. Très bien. Alors, vous avez une actualité éditoriale abondante. 3 livres viennent de paraître, que vous trouverez d'ailleurs, que le public trouvera en vente à la sortie. Il y a notamment
Ce livre collectif, qui n'est d'ailleurs pas signé de vous, mais enfin, dont vous avez été le coordinateur et la plume, qui s'appelle Explorateur d'avenir, qui est un livre qui a été fait justement par cette association Bretagne Prospective et qui traite de 4 sujets: le foncier, le tourisme, la mer et la mobilité. Donc si vous voulez bien, on reviendra dans la deuxième partie de notre conversation sur cet ouvrage, mais je souhaiterais d'abord vous poser des questions un peu plus générales pour mieux comprendre vos positions d'ensemble. Et d'abord, je voudrais vous interroger sur cette filiation que vous opérez entre votre club de réflexion et le Célib. Est-ce que ça a encore une signification? En d'autres termes, le Célib a été lancé à une époque d'abord d'extrême centralisation politique, de très faible développement économique de la Bretagne, un moment aussi où la Bretagne, c'était la Bretagne des ploucs, alors qu'aujourd'hui, c'est une région, un pays, une nation, vous nous direz, qui est devenue, au contraire, très, très tendance, très, très à la mode. L'image de la Bretagne et des Bretons est devenue positive. Donc, est-ce que ça a du sens de poursuivre le combat du Célib, né dans les années 50, qui a disparu officiellement au début des années 80, mais qui, depuis l'après 68, était quand même une organisation un peu déliquescente? Alors d'abord, l'association, elle est dans l'esprit du Célib. Ça a été initié par Jean-Jacques Quérou-Rédan avec des élus de droite et de gauche. Il y avait notamment Claude Champeau et Marcel Gabillard qui étaient vice-présidents tous les deux. Et c'est vrai que nous, notre idée, c'est quand même de conserver un peu la braise, entre guillemets, bretonne, c'est-à-dire de garder un peu ce souffle breton dans des dynamiques de carrefour. C'est-à-dire qu'on est un petit carrefour, c'est une association modeste, mais qui en fait combine des entreprises publiques et des entreprises privées, différentes personnes du monde associatif et culturel. On a les avocats d'affaires, FIDAL par exemple, Harmonie Mutuelle, on a des logiques sociales. Et l'idée, dans une période, je pense, où on est dans une fantastique mutation économique, c'est plus que jamais d'essayer de marier les différences pour construire. Et on n'est surtout pas un club de râleurs. L'ouvrage, je pense, qu'on vient de paraître, Le Monde, l'idée, c'est vraiment d'être dans une logique propositionnelle. Donc évidemment, nous fonctionnons sur l'ensemble de la Bretagne. C'est là que sont nos axes de réflexion, mais en s'inspirant de beaucoup d'initiatives externes. C'est-à-dire que par exemple, là, on a tout un chapitre sur l'aménagement du méritoire. C'est un terme qu'on a inventé parce qu'on a des groupes de réflexion. Alors, méritoire, c'est le territoire de la mer. C'est un néologisme intéressant. Avec des choses fantastiques dans le monde. On a capitalisé 250 innovations dans le monde et on voit des choses absolument incroyables. C'est l'exploitation de la mer du dessous pour des pièges à carbone. C'est la mer de surface avec les backbones mondiaux qui relaient Internet. C'est la mer du dedans. C'est la mer de surface avec tout ce qui concerne également tout un système, des systèmes flottants, ce sont les drones, etc. On a des hôtels flottants, l'habitat sous-marin qui apparaît. C'est absolument prodigieux. Et nous, en Bretagne, on reste quelque peu les bras ballants face à ce 6e continent. Et Yves Lenné ne me démentira pas, reprends-nous la mer, il disait déjà dans les années 70. Et c'est vrai c'est un peu une sorte de continent oublié, puisque l'on parle de planète Terre. Il s'agit en fait d'une planète mer, puisqu'on a 71% des surfaces qui sont maritimes. Et la Bretagne, et notamment Nantes, et la Loire-Atlantique, c'est pour moi des grands enjeux de l'unité bretonne, oublie la mer. On a un quai naturel sur l'océan qui voit passer 20% du trafic maritime mondial, et on en fait quasiment rien. Le port de Nantes est à 71% au niveau des importations. Et je voyais comment le trafic de l'Irlande avait gonflé de 26 à 45 millions de tonnes en une dizaine d'années. Et nous, on a effectivement un 1/5 du trafic mondial de marchandises qui passe et on n'en fait pas grand-chose. On reviendra sur le contenu du livre, et notamment sur le chapitre sur la mer, qui est sûrement un des plus intéressants. Mais je persiste sur ma question. Que signifie cette filiation revendiquée avec le Célib alors que nous avons radicalement changé d'époque et complètement changé de Bretagne?
Je crois qu'en fait, le CELIB s'est battu pour un pouvoir régional qui existe, grâce à lui, puisque le premier CODER a été initié en Bretagne. C'est-à-dire que la France jacobine ne bouge que par les Bretons. Et le débat actuel de la Loire-Atlantique, c'est un débat fondamentalement girondin-jacobin. Va-t-on enfin passer à une France girondine ou non? Parce qu'en fait, on voit avec la déliquescence actuelle des partis politiques au pouvoir, l'UMP, le PS, on est peut-être en train d'avoir une phase où la véritable fracture politique française, girondin-jacobin, va éventuellement apparaître. C'est quand même l'enjeu majeur dans un pays hyper centralisé. Donc pour notre association, il ne s'agit en aucun cas de recréer le passé. Sauf que quand même, on avait des forces a priori contradictoires qui étaient capables en Bretagne de s'associer pour réfléchir ensemble et essayer de construire la Bretagne, à partir de cette obsession qu'a souligné Martret, qui était un peu l'éminence grise du CELIB, qui était le problème breton, résoudre le problème breton. Dès 1947, son ouvrage « Le problème breton et la réforme de la France ». Et donc, on a effectivement, comme vous le disiez très bien tout à l'heure, rattraper le retard. On est arrivé à un niveau à peu près correspondant aux moyennes des régions françaises, même si ça dépend des indicateurs. Par contre, nous, notre idée, c'est qu'aujourd'hui, il faut embrayer la seconde. C'est-à-dire qu'on a un potentiel absolument fabuleux dans la région, avec les hommes parmi les mieux formés de France, un environnement exceptionnel pour produire des richesses, une croyance dans la valeur travail, des réseaux qui existent moins ailleurs, parce qu'il y a ici une volonté de vivre et travailler au pays qui reste très forte, liée justement à cette identité. Eh bien, nous, on est tous bénévoles là-dedans, et on décide d'y consacrer du temps avec aussi du plaisir, quoi. C'est-à-dire qu'on a du plaisir à se voir, des gens constructifs, et puis des choses qui, justement, l'innovation naît de personnes qui ne se sont jamais rencontrées. Quand Fidal raconte Harmonie Mutuelle, a priori, on n'a rien à se dire, sauf qu'ils ont créé un grand événement ensemble, lorsque l'économie sociale et solidaire rencontre le business, lorsque Produit en Bretagne rencontre des groupes d'assurance, etc. On a toute une sorte d'alchimie qui justement favorise l'innovation. Si je peux me permettre de donner un exemple, dans l'analyse sur le groupe foncier, on avait à la fois le président donc, du conseil régional de l'ordre des notaires bretons, puisque vous savez que les notaires fonctionnent sur l'ensemble de la Bretagne. Ils sont sur 5 départements. Le droit s'exerce sur l'ensemble de la Bretagne. Il y avait à côté une agricultrice. Il y avait à côté la présidente de l'ARIC. Donc c'est une association unique en France de 1500 élus bretons qui essayent de réfléchir à l'aménagement du territoire. Et ces gens-là ne s'étaient jamais vus. Et en fait, il y avait Daniel Cloef, le président de l'EPF, l'établissement public foncier de Bretagne. Et justement, ces regards différents, un peu comme une statue que vous voyez dans un musée, si vous la regardez d'un seul côté, vous ne la verrez pas vraiment. Et donc, en tournant autour avec des regards croisés, cela permet, je crois, justement de créer une pensée quelque peu innovante. Bien, écoutez, venons-en à la question du redécoupage que vous avez déjà effleuré. Quelle a été votre réaction au fait que les maires des deux plus grandes villes bretonnes, enfin je parle de la Bretagne administrative, Rennes et Brest, aient signé avec les maires de Nantes et de Saint-Nazaire une tribune dans Ouest France où ils appelaient à la fusion des deux régions, Bretagne et Pays de la Loire. Là-dessus, je suis très ferme, c'est une véritable trahison, c'est une honte historique. Il faut dire les choses comme elles sont. Si ces gens connaissaient un peu une once d'histoire de la Bretagne, ils sont coupables. Je le dis comme je le pense. Et là-dessus, je trouve que... En plus, sur la photo, c'était marrant, parce que finalement, on voyait... il y avait personne de Cholet ou d'Angers. On voyait le maire de Nantes, le maire de Saint-Nazaire, Rennes et Brest. Donc, voilà. Non, c'est coupable. On ne peut pas attaquer historiquement un pays qui a 1000 ans d'histoire, une marque qui porte les entreprises, le droit, je l'évoquais, qui s'exerce sur 5 départements, et les notaires me disaient, voilà, nous on est la plus grande région en nombre de notaires en France, et ça nous permet d'avoir la présidence française tous les 4 ou 5 ans. Donc on ne peut pas casser ce qui marche. Une étude assez impressionnante que j'ai faite, et vous pouvez la faire ce soir, sur le site de l'INPI, qui est la protection des marques industrielles. Aujourd'hui, crucial, à une époque où le marketing territorial s'envole. J'intervenais aux Ateliers de la Terre et j'ai été dans le wagon avec le président de Clarins, qui me dit, moi j'ai fait un truc incroyable, j'ai lancé l'Occitane. Depuis que j'ai lancé ça, c'est ma locomotive, parce que les gens, en achetant les produits, ils voient des choses fondamentales. Eh bien, sur le site de l'INPI, vous tapez les régions françaises. Vous avez Bretagne, 880 appellations. Braise,
580 appellations. Pays de Loire, 71. À la Loire-Atlantique de faire son choix. Hein. Et après, j'ai tapé également toutes les appellations entre Bretagne et Loire. Eh bien, on n'a que 11 appellations. Donc, si vous voulez, on ne peut pas détruire des emplois et avoir des découpages politiciens uniquement pour des ambitions carriéristes. Je pense que le rôle de l'élu, aujourd'hui, c'est de relayer essentiellement des dynamiques économiques. Et moi, je crois qu'il y a bien sûr l'histoire, l'économie sur une Bretagne à 5. Dynamique économique ou ancrage historique? Vous avez parlé de 1000 ans d'histoire. Ce n'est pas le même argument. Non, ce n'est pas le même argument, mais l'ensemble existe. Moi, je suis pour la cohérence d'une région Bretagne à la fois historique, au niveau de l'identité, au niveau de la culture, au niveau des entreprises, qu'on avance enfin sur des choses simples. Quand vous demandez aux Français quelles sont les régions de la France, qu'est-ce qu'ils vous disent? Même s'ils ne connaissent pas les découpages, c'est la Normandie, c'est la Provence, c'est la Bretagne. Et voilà qu'on vous crée un centre Poitou-Charentes-Limousin, je veux dire, mais les gens n'y comprennent plus rien, quoi. Donc on a une déconnexion, parce que finalement les tripatouillages électoraux ont lieu jusqu'à la dernière minute à l'Élysée avec des modifications au dernier moment, comme l'a très bien envisagé Jean-Luc Évin dans un remarquable article de Ouest-France. Mais globalement, qu'on crée des régions citoyennes. Et les gens y voient clair dans les découpages des régions françaises. Alors, vous dites que les maires de Rennes et de Brest sont des traîtres, ça va être trahison. Ça ne devrait pas vous dispenser de vous interroger sur les raisons qui les ont menés à prendre cette position, qui est quand même quelque chose d'assez neuf, parce que traditionnellement, les élus bretons, qu'ils croient réellement à la réunification ou qu'ils n'y croient pas vraiment, généralement affichaient des positions au moins de principe là-dessus. Et là, cette unanimité s'est fissurée. Oui, l'unanimité à 5. Parce que quand vous regardez après les prises de position des élus bretons, elles sont extrêmement claires. L'immense majorité des élus bretons, de droite comme de gauche, demandent que l'on réalise cela. Mais je crois que, en fait, les populations également sont pour. Hein. Vous parliez tout à l'heure justement d'histoire, de culture, de sentiment d'appartenance. Hein. C'est 71% à peu près en Loire-Atlantique et ça bouge relativement peu. Mais je crois que l'essentiel est effectivement le levier économique. Hein. On est dans une période extrêmement difficile en ce qui concerne. Il faut se préparer à une économie de la précarité. Et quelque part, effectivement, l'identité territoriale, hein, sur lequel je travaille scientifiquement depuis une dizaine d'années, qui est un peu cette économie de la reterritorialisation, donc créer des richesses avec ce qu'on a sous les pieds, eh bien, ça passe aussi par des images extrêmement fortes, par des politiques de marketing, par une cohérence des différents acteurs, et c'est ce qu'on essaie un petit peu de faire dans l'association. Et c'est vrai que si on veut avoir une image porteuse au niveau, par exemple, touristique, il est évident qu'il n'y a pas photo entre l'image bretonne et l'image Pays de la Loire. La communauté de communes du Pays de Parnéchet cherchait une appellation porteuse. Ils ont choisi Bretagne Sud et non pas Pays de Loire Ouest, je ne sais quoi. Hein. Produit en Bretagne, c'est sur l'ensemble de la Bretagne. J'en parlais avec Jacques Bernard l'autre jour. Il me dit, nous on a 60 entreprises sur 320 qui sont de Loire-Atlantique. Et ils ne songent pas une seconde quitter produit en Bretagne. Et ils omettaient tout ce qui concerne la grande distribution, où la présence en Loire-Atlantique est la plus forte, avec les Auchan, les Leclerc, qui sont tous membres de produits en Bretagne. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent vendre les produits et les consommateurs veulent les acheter. Donc par rapport à ça, si vous voulez, ces espèces de combinatoires ou combinaisons électorales pour après avoir telle présidence, je pense au maire de Brest ou autre, ou des considérations qui sont simplement personnelles, il serait bien que les hommes politiques retrouvent, à mon sens, le bien commun et créer des régions cohérentes, quoi. Ça fait quand même des décennies qu'on évoque un découpage très cohérent qui a été initié par Pierre-Yves Lerin, que j'avais un petit peu modifié après, avec une région Bretagne, une région Val-de-Loire, nom fabuleux. Alors, d'ailleurs, sur l'INPI, il y a déjà 111 Val-de-Loire. Il n'a pas bénéficié d'un bout de promotion. Et vous avez 71 Pays de la Loire. Donc les gens le prennent parce qu'il y a une image autour des châteaux, autour des vignobles. Donc région Bretagne, région Val-de-Loire, région Normandie. Et on y va. Et on crée une cohérence, en fait, avec des régions claires. Alors, n'empêche que, pour l'instant, dans l'état actuel du débat, la carte va à l'encontre de vos souhaits. Alors, pensez-vous qu'il soit raisonnablement possible, lors du débat parlementaire, de faire marche arrière sur cette question ?
Et sinon, ne peut-on pas dire que pour les partisans de la réunification, moi j'ai tendance à mettre des guillemets autour du mot réunification, mais employons-nous réunification si vous voulez, la seule chance de voir la Loire-Atlantique rejoindre les 4 autres départements bretons, ce serait peut-être la fusion précisément entre la région des Pays de la Loire et la Bretagne. Sinon, vous risquez d'attendre encore très longtemps. Alors moi, clairement, je ne suis pas politicien. Ce que je constate, c'est la cohérence de choses qui marchent en lien avec l'identité ou autre. Et je crois beaucoup en une dynamique de projet. D'ailleurs, tout ne va pas venir d'élus qui ont de moins en moins de prérogatives politiques, de moins en moins d'argent et autres. C'est-à-dire que l'unité bretonne, elle peut aussi se faire par des actions citoyennes. Je pense par exemple à l'extension .bzh. Qu'on vient d'avoir. Eh bien, il y a 36 000 déjà demandes pour adhérer au point BZH. C'est quoi ce machin? Eh bien, c'est tout simplement que, par exemple, dans le monde de l'hôtellerie, Booking.com, cette année, a siphonné 15% des chiffres d'affaires de l'hôtellerie bretonne, y compris à Nantes. C'est-à-dire qu'en échange d'un simple référencement pour prendre 15, 20, 40% du prix de la chambre, eh bien, ils siphonnent de l'argent qu'ils envoient dans des paradis fiscaux, puisqu'ils sont installés dans ces derniers. Si on ne réagit pas, avec une marque, effectivement, permettant aux hôteliers bretons de s'associer derrière une enseigne porteuse. Si on n'a pas, peut-être Booking.com en premier, vu les référencements, mais après, hôteldebretagne.bzh, où on répond, parce que l'association .bzh, dont le siège est à Quimper, est une association à but non lucratif. Et là, on a eu les autorisations. Il n'est même pas envisagé un point PDL. Ça n'existe pas, alors que nous, on l'a obtenu en même temps que le point Paris. Donc, si vous voulez, c'est, je crois, le fait peut précéder le droit. Le fait peut précéder le droit. Après, sur le concept de fusion Bretagne-Loire, je vous ai dit ce que je constatais sur le site de la protection des marques industrielles, avec seulement 11 appellations. C'est-à-dire qu'on va l'appeler comment? Loire-Bretagne, Bretagne-Loire? Moi, je ne vois pas comment une région de cette dimension pourrait, par exemple, avoir un président à Brest qui s'occupe des intérêts du Mans et de Cholet. Et je vois encore moins comment un président, par exemple, originaire de Cholet ou du Mans, va s'intéresser aux enjeux maritimes ou aux enjeux, par exemple, culturels de la Bretagne. Et si, par exemple, c'était un président nantais? Pardon ? Et si, par exemple, c'était un président nantais? Un président nantais? Ah bah oui, écoutez, il verra beaucoup mieux les intérêts maritimes. N'oublions pas que les 5 départements bretons ont une fenêtre sur la mer et que là, pour moi, l'avenir de la Bretagne, c'est bien cette dynamique de projet. Personne ne refuserait, notamment Rennes, que Nantes, en partenariat avec Brest, se saisisse d'une immense politique maritime et commerciale pour la Bretagne et pour l'ensemble de la France. N'oublions pas quand même qu'on a le premier pôle maritime d'Europe, de recherche d'Europe, en Bretagne. C'est la moitié des chercheurs français sont à Brest, et il y en a beaucoup à Saint-Nazaire. Quand vous regardez le fonctionnement du pôle mer Bretagne, il fonctionne naturellement avec Saint-Nazaire. La Brittany Ferries vient de commander un bateau à Saint-Nazaire. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, on a une identité péninsulaire. La Bretagne, c'est un quai posé sur l'océan et on a une identité péninsulaire qui fonctionne à cette échelle. Donc pourquoi vouloir saccager ce qui est un élément historique, mais aussi géographique, mais aussi d'identité? Enfin, on marche vraiment, pour moi, sur la tête. Moi, j'avoue, j'ai un peu de mal à me passionner pour ces histoires de frontières régionales. Parce que j'ai l'impression que les exemples que vous donnez peuvent en quelque sorte se retourner. Là, vous êtes en train de nous expliquer que bien que la Loire-Atlantique ne soit pas dans la région administrative bretonne, ça n'empêche pas qu'il y ait aujourd'hui des tas de coopérations dans le domaine de la mer. Vous qui êtes universitaire, vous n'ignorez pas qu'actuellement, il y a un vaste mouvement de regroupement des universités bretonnes et ligériennes. Vous citiez l'article de Jean-Luc Evin dans Ouest France tout à l'heure. Il y a eu dans les moments du débat sur la réforme territoriale, il y a eu une page entière dans Ouest France qui faisait le point sur un certain nombre de coopérations comme ça transfrontalières, mettons quand même des guillemets à frontière si vous voulez bien, qui décrivait par exemple les coopérations en matière végétale entre l'INRA à Rennes et Angers. Donc, après tout, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a des tas de
tous les réseaux qui prennent un poids croissant entre Rennes et Nantes, mais également le réseau de villes qui s'étend à Angers et à Brest. Donc, est-ce que notre modernité, y compris économique, ne joue pas à saute-mouton par-dessus les frontières régionales ? En partie si, bien entendu. C'est-à-dire que de toute façon, il ne s'agit pas d'établir des murs de Berlin entre la Bretagne, la Normandie et le Val-de-Loire. Enfin, c'est absolument pas le cas. J'en parlais avec les différentes entreprises et ils ont des périmètres variables selon leurs intérêts, ce qui est tout à fait normal. À l'inverse, c'est la cohérence, et je répète ce terme capital, qui compte. Les activités du pôle images et réseaux, vous regardez la géographie, c'est 95% sur l'ensemble de la Bretagne. Pourquoi ? Parce que le CELIB, justement, a obtenu les embryons de déconcentration et la Bretagne est devenue la deuxième région des télécoms de France. Et il y a une réalité à cette échelle. Après, si on veut promouvoir des projets en cohérence avec justement l'animation commerciale de la Bretagne, il est évident qu'il faut avoir des organisations planifiées sur le périmètre de la péninsule. On ne peut pas, avoir des découpages complètement technocratiques qui ne permettent pas d'avoir des stratégies idoines. On peut penser à l'algoculture, où on est quand même le cinquième pôle d'algues, en fait, cinquième gisement d'algues dans le monde. Ben oui, ça existe en Bretagne, ça existe beaucoup moins ailleurs. Donc, pour moi, il y a cet élément-là. Également, si vous voulez, il y a un point géographique important, c'est qu'on évoque souvent cette grande question de la capitale. Mais qui serait la capitale ? Je crois qu'aujourd'hui, il faut envisager à l'inverse des partenariats. C'est-à-dire qu'on a un trépied assez fabuleux en Bretagne entre Rennes, Nantes et Brest, notamment, qui quadrillent, enfin, qui même sont comme des poteaux. Hein, on est dans la Coupe du Monde, hein, des poteaux qui isolent un terrain de jeu fabuleux. Eh bien, c'est vrai que les liens pour la mer entre Nantes et Brest, donc à la fois des complémentarités et à la fois aussi des partenariats et des spécificités. Je faisais une étude sur les fonctions stratégiques suite aux travaux remarquables de Philippe Julien. Eh bien, on voyait que Nantes avait un profil plus commercial industriel et Rennes un profil plus institutionnel. Rennes est une ville davantage terrienne, davantage universitaire et davantage européenne. Nantes est une ville davantage commerciale, davantage maritime, et Nantes-Saint-Nazaire est davantage internationale. Quelle formidable complémentarité, avançons ensemble. Mais vous savez par exemple que le nord de la Vendée fait partie maintenant de l'aire urbaine de Nantes, au centre démographique du mot. Mais je ne vois pas... Ce serait une coupure un peu difficile, non ? Mais pourquoi parler de coupure ? Il ne s'agit pas de créer de coupure, il s'agit de créer encore une fois la cohérence. Si vous avez un pouvoir régional fort qui décide d'une véritable dynamique logistique pour la Bretagne, personne ne le regretterait. Il a quand même fallu attendre 1986 pour que la voie express Nantes-Rennes se fasse. Et immédiatement, il y a eu 96% d'augmentation du trafic dans l'année suivante. Quand on fait quand même des projets aussi décousus que l'éventuel aéroport de Notre-Dame-des-Landes et après la gare TGV à Rennes, alors qu'on sait quand même depuis les années 70, moi j'en avais parlé à différents élus, qu'un aéroport qui est en race campagne, à moins de nécessiter d'autres aménagements encore très coûteux, ne marche jamais. Eh bien, s'il fallait faire ces équipements-là, vous faisiez un tracé non pas en Y, un TGV Rennes-Nantes, un TGV Paris-Nantes, qui n'est pas encore fait, un TGV Paris-Rennes et un aéroport entre les deux, mais vous faisiez au moins un tracé en T avec l'aéroport sur la Fourche et un aéroport véritablement mutualisé avec les deux villes. Et on avait 3 liaisons ferroviaires, une Rennes-Nantes, une Rennes-Nantes. Alors qu'actuellement, on dit qu'il faudra peut-être relier l'aéroport s'il se fait, et d'un coût d'1 milliard. Mais d'où vient l'argent ? S'il y avait eu un pouvoir régional un petit peu fort, breton, capable de taper du poing sur la table pour dire « Arrêtez vos bêtises, si jamais vous voulez faire ces grands projets, on crée une véritable mutualisation avec un aéroport mutualisé entre les deux, hein, sur la Fourche, et du coup 3 liaisons ferroviaires, eh bien on ira un petit peu plus vite aujourd'hui en train entre Rennes et Nantes, par exemple. » Et je ne parle pas des financements de l'université, où visiblement, si Nantes avait été associée à Rennes, on aurait eu quelque chose. Or, sur le financement des universités, on a eu un peu une ligne Le Havre-Marseille. C'est ce qui a essayé de se passer au moment des IDEX, mais ça n'a pas marché. Mais il y a bien eu une proposition commune Nantes et Rennes. Oui, alors je suis breton, et vous allez sans doute me classer dans la catégorie des traîtres, d'après ce que j'ai pu
entendre. J'ai moi-même fait une contribution dans le cadre du Conseil de développement sur cette question de la réforme territoriale. Et alors, je ne suis pas élu, je n'ai jamais été élu, et je vais simplement dire pourquoi, et pour des raisons personnelles, la façon dont j'ai vécu, moi, mon implantation sur la Loire-Atlantique. Mes parents étaient du Morbihan. Mon père d'un village qui s'appelle le Burbunaire en Pluvigné, ma mère d'un village qui s'appelle Kerbaudot à Landévent. Leur langue maternelle était le breton. Ils ont fait partie de cette génération à qui on a interdit de parler le breton à l'école. Quand ils se sont mariés après la Deuxième Guerre mondiale, mon père avait déjà presque 40 ans parce qu'il avait été 5 ans prisonnier. Enfin, je ne vais pas refaire toute mon histoire familiale. Ils ont décidé de quitter la Bretagne, à l'époque sous-développée. Ils étaient tous les deux enfants de familles nombreuses, dans des petites fermes des deux côtés. Et donc, ils ont fait le choix de venir s'installer à 1 kilomètre au sud de la Loire, dans un village où les toits étaient en tuiles rouges, dans un village où les voisins s'appelaient Bodino, Moreau, Baudry, Normand, Thomas, dans un village où il y avait du vin dans les barriques plutôt que du cidre, et dans un village où ils ont été longtemps, et moi aussi, considérés comme, entre guillemets, les Bretons. C'est-à-dire que moi, je me suis senti beurre dans cette région. C'est-à-dire que lorsque je retournais dans ma famille, qui était restée dans le Morbihan, et que tout le monde parlait breton, mes cousins, mes parents, mes oncles, ma grand-mère, j'ai jamais pu parler avec ma grand-mère, ne parlait que le breton, j'avais plus l'impression d'être de cette région. Et lorsque j'étais là, habitant un village qui est aujourd'hui dans l'agglomération nantaise, immédiatement au sud de la Loire, j'avais pas vraiment l'impression d'être en Bretagne. Pour moi, la Loire-Atlantique n'est pas complètement bretonne. Nantes est une ville qui n'est pas que bretonne. Elle est bretonne, bien sûr, mais elle est aussi une ville du fleuve Loire, elle est aussi une ville internationale avec son port, et elle est déjà poitevine dans sa partie sud. Et donc, mon analyse à moi est que cette idée de reconstituer la Bretagne historique, bon, me paraît pas tout à fait dans la modernité. Alors, j'entends tous les arguments que vous développez sur un certain nombre d'éléments. Je suis fier d'être breton. Moi, je suis toujours été breton. J'ai joué de la bombarde quand j'étais tout petit dans un cercle folklorique. Mes petites filles, mes petits enfants. Bon, j'en ai 5, pardon, un 6e qui est en route. Mais les 4 qui vont à l'école d'Iwan et apprennent le breton. Ma fille aînée enseigne le breton, donc j'assume complètement cette identité bretonne. Mais dans mon parcours personnel, dans ma vie personnelle, dans aussi le fait que j'ai travaillé au développement économique de la ville et de l'agglomération de Nantes, je pense qu'aujourd'hui, il faut aller plus loin que la reconstitution de la Bretagne historique. D'abord, avec cette vraie question, est-ce que toute la Loire-Atlantique est bretonne ? Ça, pour moi, personnellement, non. Et donc, moi, je milite pour la fusion. Enfin, je milite pour autre chose, d'ailleurs, que j'ai expliqué dans mon papier. C'est bien pire. J'ai le sentiment qu'en fait, entre ces deux régions, Pays de la Loire d'un côté et Bretagne de l'autre, il y a un morceau du gâteau qui est très intéressant, qui s'appelle la Loire-Atlantique, et notamment avec le poids particulier de l'ensemble Nantes-Saint-Nazaire. Évidemment, quand on regarde d'un point de vue économique, le poids que pèse la Loire-Atlantique en Pays de la Loire, c'est 40% du PIB, pour prendre un indicateur qui permet au moins des comparaisons. Si on met la Loire-Atlantique en Bretagne, ça fait 45% du PIB de la nouvelle région à 5 départements. J'aurais tendance à penser que la Mayenne est aussi bretonne que la Loire-Atlantique. Bizarrement, personne ne semble particulièrement vouloir récupérer la Mayenne.
Et donc, moi, l'analyse que je fais, elle est extrêmement simple. Plutôt que de vouloir récupérer un département comme la Loire-Atlantique et sa métropole, est-ce qu'il ne faut pas essayer de réfléchir à une région pertinente dans le monde d'aujourd'hui autour de l'ensemble Nantes-Saint-Nazaire, autour de la métropole Nantes-Saint-Nazaire? Alors je provoque un petit peu en disant ça, mais voilà. 3 points, si vous le permettez. D'abord, je ne vois pas où serait la pertinence. Surtout si on commence à l'appeler Grand Ouest, parce que étant géographe, si vous voulez... pas parler de Grand Ouest. Vous l'appelez comment alors ? L'appellation, elle peut être Bretagne-Loire, vous l'avez évoqué. Oui. Voilà, pourquoi pas. Mais bon, il y a des... Enfin, étant géographe, il y a des milliers d'Ouest et il n'y en a aucun. Enfin, c'est vraiment un contresens. Déjà, on est nulle part, quoi. Donc, c'est le premier point. Donc, moi, je ne vois pas la pertinence de cette, vraiment de cette région. D'autre part, vous avez raison parfaitement quand vous dites que 40% en gros, de la valeur économique des Pays de la Loire, c'est en Loire-Atlantique. Mais justement, si vous associez l'essentiel du reste des Pays de la Loire avec la région centre, vous arrivez à 3 PIB très comparables entre Normandie, entre Val-de-Loire et entre Loire-Atlantique. Et justement, le fonctionnement, il est déjà, je voyais, la moitié des flux logistiques entre l'actuel Pays de la Loire et la Bretagne, c'est entre Nantes, enfin entre la Loire-Atlantique et la Bretagne déjà. Donc il y a un mode de fonctionnement qui existe et qu'il faut encore une fois valider par des actions politiques en cohérence avec ce qui est déjà. Enfin, dernier point sur la variété culturelle de la Loire-Atlantique, je ne crois pas que les Bretons veuillent créer une identité aussi indivisible que les Français. Et c'est un point capital. Yvon Olivier l'a très bien écrit. Il y a une vision extrêmement nationaliste de l'identité française. Ce que disait Mirabeau, le couple citoyen-État, l'avers et le revers d'une même pièce de monnaie. Et dès qu'on voit des différences dans ce pays, là, on a peur. Et du coup, là, on essaye d'enfermer les Bretons comme des gens qui seraient presque sectaires, qui ne voudraient pas des autres. Bon. Je crois que l'immense chance de la Bretagne, c'est que jusqu'en 1950, c'est un peuple de paysans. Ça a été dramatique au niveau économique et les bouquins de Gauthier ou autres le montrent très bien, c'était hyper dur. Sauf que ce paramètre économique nous a fait échapper à l'idéologie nationaliste. On est une des seules régions d'Europe, sinon la seule, où les partis nationalistes font des miettes, ne marchent pas. Et dans toutes les enquêtes d'opinion, on voit que les Bretons, ils sont Bretons à 88%, ils sont Français à 83%. J'étais au match, étant Guingampais, au match Guingamp-Rennes. C'était, les gens, ils chantaient à l'unisson la Marseillaise, ils avaient tous des Gwenadu, il n'y avait il y a aucun problème, je veux dire, ils votent, on l'a vu pour les dernières élections européennes, ils votent plus pour l'Europe, même si ça s'est effiloché malheureusement que d'autres. C'est là où on a le plus d'associations de solidarité internationale, et comme le démontre très bien Mona Ozouf ou Quadic, eh bien, il y a une diversité tout à fait culturelle de la Bretagne qui fait précisément sa force. Les gens du Pays de Retz, c'est pas la même chose que les gens de la Brière, qui ne sont pas les mêmes. Et tant mieux. Il y avait une enquête récemment qui montrait que pour 63% des Bretons, on pouvait être Bretons et musulmans, et les Français disaient 30%. Donc ça ne doit pas être difficile de s'associer à la Vendée, au Maine-et-Loire et à la Mayenne. Sauf qu'après, vous n'êtes plus dans la cohérence des identités territoriales. C'est-à-dire que non, parce que vous n'êtes plus dans la cohérence après. C'est-à-dire qu'il y a ce paramètre breton qu'on retrouve beaucoup moins en Vendée, qu'on retrouve beaucoup moins. Faites des enquêtes sur est-ce qu'on peut être français et musulman dans le Maine-et-Loire, vous n'aurez pas les mêmes résultats qu'en Bretagne sur les élections de la même façon. Donc il y a ici des paramètres qui ne sont en aucun cas un repli. Et n'essayez surtout pas de m'enfermer dans une dynamique de repli que j'ai toujours combattue toute ma vie, parce que c'est actuellement le virage que nos détracteurs qui ne savent plus trop quoi argumenter essayent de dire. Ah bah tiens, mais c'est vous les sectaires. Non, on veut une cohérence régionale et au bénéfice des territoires voisins. C'est-à-dire que si vous avez cette fantastique région Val-de-Loire autour des châteaux, des vignobles, je peux vous dire que la fréquentation touristique, elle va exploser. Et c'est pas en essayant avec 300 000 € de faire la propagande d'une région artificielle des Pays de la Loire que ça va changer l'opinion des jeunes. Si je peux me permettre de donner le résultat d'une étude que l'on a faite dans les collèges et les lycées auprès de 600 enfants,
Eh bien, quand ils sont au collège, ils vous disent d'abord qu'ils sont de la France, du département et de leur commune. Et au lycée, à Nantes, ils vous disent qu'ils sont d'abord bretons, ensuite qu'ils sont français, et ensuite qu'ils sont européens. La découverte ou l'ignorance, disait quelqu'un, Morvan Le Basque. Et quelque part, on a une espèce de propagande qui est quand même invraisemblable pour transformer cette tour de Bretagne en une tour de l'Ouest, pour parler d'un château de Duc. Alors je sais que l'histoire, c'est pas pour moi l'essentiel, même si ça existe. Et on ne peut pas faire n'importe quoi aussi sans aucune histoire. Les mémoires du passé comptent. Mais c'est surtout pour moi une dynamique de projet d'avenir pour créer des régions fortes pour une France forte, et notamment des régions ouest de la France extrêmement cohérentes, encore une fois, et qui vont être porteuses au niveau économique à une époque où il faut se serrer les coudes. Je ne voudrais pas vous accuser d'être un avocat du repli identitaire, n'empêche que vous employez une drôle d'expression. Alors, je vous ai lu attentivement, page 5, à la fin de l'introduction de ce livre, Explorateur d'avenir, vous dites « Si les Bretons ne se prennent pas par la main, la Bretagne va devenir un château faible ». Qu'est-ce que ça veut dire, château faible? Alors, je crois, c'est une expression littéraire que j'ai choisie comme ça, je crois que la déliquescence des pouvoirs économiques actuels nous conduit, si on veut s'en sortir, si on veut donner un avenir à notre région, à nous prendre en charge. Et plus, effectivement, on aura des périmètres pertinents correspondant à la vie des citoyens et permettant de se prendre en charge, plus on avancera. Pour moi, dans la vie des gens, il y a plusieurs périmètres, en fait. Mais il faut regarder, ils sont évolutifs historiquement, mais il faut regarder principalement leur mobilité. Et globalement, les périmètres de la vie des gens, c'est le pays et c'est la région. Après, il y a l'État, il y a l'Europe, etc. Il y a la commune aussi qui joue un rôle important, parce qu'on est toujours à pied, et les communes, initialement, c'est les territoires des piétons. Donc, effectivement, oui, il faut se prendre en charge aujourd'hui sur des dynamiques de projet. Et voilà, c'est simplement ce que j'évoque. Est-ce que vous croyez que Paris, un jour, va s'occuper des enjeux maritimes de la Bretagne ? Non, pas vraiment. Allez, parlons un peu d'autre chose, même si vous allez voir que... Il y a des gens qui veulent poser des questions. Je propose qu'on fasse comme d'habitude, qu'on termine la conversation que nous avons et qu'ensuite ait lieu l'échange entre la salle et notre invité. Je peux vous dire une chose quand même. Allez-y, oui. C'est vous qui... Cette accusation, on est en train de tuer des mots qui sont les plus beaux de la langue française, quoi. Vous voyez, l'identité, avoir une identité. On en a souvent plusieurs d'ailleurs. On n'a pas uniquement des identités territoriales d'ailleurs, c'est pas des identités de genre, etc. Et on transforme ça en repli identitaire. Les communautés, mettre en commun. Est-ce que c'est pas un beau mot? Arriver à se mettre en commun à une époque où l'individualisme progresse. Et on vous parle de communautarisme. La France a tellement peur de ce qui fait sa force qu'elle détruit les plus beaux mots de sa propre langue. Et donc, à l'inverse, je pense qu'en Bretagne, on peut démontrer que justement ce bien commun et cette identité est vertueuse et aidera à construire l'avenir. Parce que moi, je crois beaucoup pour le développement des territoires à cet impératif mariage économie-écologie. C'est la clé aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est l'économie par l'écologie et l'écologie par l'économie si on veut un véritable développement durable. Or, la connaissance, connaître un être avec le lieu dans lequel on vit, est essentielle pour s'en sortir. Donc il faut avoir une identité, il faut avoir une culture, il faut mettre en commun et se serrer les coudes pour produire des richesses à partir du capital dont on dispose sur place. Tout en étant très ouvert, c'est ce que j'évoque dans mon dernier bouquin Décima la Bretagne sur les 4 races, stratégie des 4 races, tout en étant évidemment avide de tout ce qui se passe dans le monde, parce qu'on n'a évidemment pas vocation à tout inventer. Je voulais vous interroger sur un autre sujet qui évidemment n'est pas sans rapport avec ce dont on vient de parler. C'est l'appel que j'évoquais tout à l'heure, l'appel pour l'équilibre urbain de la Bretagne, qui, si je vous ai bien lu, dénonçait le déséquilibre ou les risques de déséquilibre du territoire du fait de l'essor des métropoles. Or, est-ce que la Bretagne, mais à mon avis on pourrait en dire tout autant des Pays de la Loire, du fait de leur structuration urbaine, de leur polycentrisme, comme disent les géographes,
ne sont précisément pas des contre-exemples. Il me semble qu'on est dans des régions où il y a une articulation relativement harmonieuse, même s'il y a évidemment des risques de fracture territoriale, mais une articulation relativement harmonieuse entre les métropoles, Nantes, Rennes, Brest à la rigueur, et puis des villes moins importantes comme Saint-Nazaire, Angers, Cholet, Quimper, Lorient, Vannes. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer les racines de votre sentiment anti-métropolitain ? Je n'ai pas aucun sentiment anti-métropolitain. Ce que je constate, c'est qu'on a sans cesse une dissociation entre le quanti et le quali. C'est-à-dire qu'effectivement, les métropoles sont utiles au territoire, notamment, je parlais tout à l'heure des fonctions stratégiques qui s'y regroupent et autres. Par contre, les métropoles me semblent également, et ce n'est pas la faute de nos élus qui font du logement social, qui ont fait beaucoup d'efforts à Nantes, Rennes ou Brest d'ailleurs, et bravo pour leur travail sur ce sujet. Vous notez dans le livre d'ailleurs. Oui, parce qu'ils vont au-delà, il faut dire qu'on sait bien, quoi. Ils font au-delà des normes de la SRU, et voilà, et bravo, bravo. Par contre, on a un phénomène structurel métropolitain où en fait, c'est la loi d'Alonso, hein, plus vous concentrez les services notamment dans les métropoles, plus les métropoles se dilatent, attirent du monde, et du coup on a ce phénomène d'exclusion par la mobilité que plus personne ne conteste aujourd'hui, où dans l'ensemble, et malgré les politiques qui essaient de contrebalancer cet effet, les plus pauvres se retrouvent projetés à 30, 40, 50 km des métropoles. Et on a des cas catastrophiques aujourd'hui étudiés par différents scientifiques, par exemple autour de Toulouse, hein, qui a créé un désert autour de lui, sauf que le désert il arrive progressivement, il y a des gens qui font 120 km tous les jours pour venir travailler à Toulouse, et vu le prix de l'essence, ce n'est tout simplement plus possible. Donc moi, ce que j'ai essayé de dire, c'est que deux points, si vous le permettez. Un, c'est qu'il faut dissocier l'aspect quali de l'aspect quanti. On peut avoir des fonctions métropolitaines et des réseaux de villes, comme le dit Pierre Vels, c'est-à-dire des relations efficaces de pôle à pôle, autour par exemple des pôles d'échange multimodaux, qui sont indispensables pour les hommes d'affaires qui ont besoin d'aller au loin, qui doivent réaliser des négociations, avoir des liaisons performantes pour le développement de leur activité, très bien. Mais en aucun cas ne confondre cet agglomérat en fait, de masse démographique qui, à l'inverse, crée beaucoup de problèmes entre les congestions, entre le traversée de Nantes, c'est plus ou moins simple. Donc on peut avoir une dimension finalement quali avec des villes très lisibles et qui sont également prospères. Deuxième point, si vous permettez également, c'est qu'on nous présente... Il faut écouter ce qu'on nous dit, que ce soit le comité Balladur ou après le gouvernement socialiste. On ne voit plus que par les gros machins, quoi, hein, les grosses métropoles, il n'y a plus que ça, comme si c'était les plus gros qui couraient les plus vite, ce qui n'est pas toujours le cas. Et globalement, ce que l'on constate actuellement, c'est quand même une évolution clé avec ces petites machines-là, les iPhones, Internet, etc., qui sont en train de bouleverser le secteur tertiaire, ce dont personne ne parle. J'entendais l'autre jour qu'un emploi créé sur Internet supprimait 4 emplois tertiaires. Les métropoles sont le temple des emplois serviciels. Et en fait, on a déjà des taux de vacances de 8 à 10% hein, pour les commerces dans les centres des villes. Ce n'est qu'un début. C'est-à-dire qu'on risque d'avoir... Il y a un possible effondrement des emplois tertiaires qui sont essentiellement dans les métropoles. Donc moi, je tire un peu la sonnette d'alarme pour dire c'est très bien d'avoir des échanges, des services, etc. Mais ne pas oublier, notamment en Bretagne où les gens sont davantage des pragmatiques, une économie de production pour produire des richesses avec produire de l'énergie. On importe 90% de l'énergie qu'on consomme en Bretagne, il y a 90% du marché à prendre. Et là, il faut qu'on y aille sur l'ensemble de la Bretagne pour diminuer les coûts des populations. Sur l'alimentaire, nourrir les hommes va être un enjeu majeur de l'humanité. On a une des régions, sans doute la plus performante d'Europe, voire une des plus performantes du monde pour nourrir les hommes. Donc, il faut avoir des logiques productives et secondairement, oui, ces activités tertiaires. Mais on a un petit peu, je crois, inversé les paradigmes. On a supprimé quand même 800 000 emplois industriels en 10 ans en France. On est complètement fou, quoi. On est complètement fou. Donc il faut revenir à une économie du bon sens. La Loire-Atlantique est relativement à l'écart de ce mouvement de désindustrialisation, d'ailleurs. Un petit peu. Et la Bretagne aussi, qui a continué plus longtemps à créer des emplois industriels que la France. Hein. Mais en fait, il faut revenir à des fondamentaux de production de richesse. Et dans ce cadre-là, c'est souvent les territoires ruraux qui sont les plus innovants
et ont des surfaces pour permettre les richesses. Hein. Je voyais, même si on en arrive à des idées d'hungry cities, enfin les cités nourricières ou les cités énergétiques, très bien, il faut aller vers cela. Mais globalement, il faut des surfaces pour produire l'énergie. Et aujourd'hui, les territoires souvent les plus innovants pour passer à une forme d'autonomie énergétique sont les territoires ruraux. On peut citer le Méné, les projets du Coglay, Bégane, près de Redon. Enfin, il y a plein de choses qui se font partout, qui sont très très intéressants. Et je crois qu'on a un peu dans les villes parfois une économie de la facilité, alors que la situation risque de ne pas être du tout facile. Alors, contrairement à ce que j'avais annoncé, on ne va pas avoir le temps de détailler point par point les questions qui sont abordées dans le livre. Donc, je rappelle le foncier, le tourisme, la mer et les mobilités, mais je vous incite à lire l'ouvrage. On va sauter directement au dernier point parce que je crois qu'il y a beaucoup de questions et d'interventions dans la salle. Je voudrais que personne ne parte d'ici frustré. Le dernier point qui est tout à fait intéressant, qui porte sur les mobilités de manière originale, qui invite à changer de modèle, à changer de paradigme, comme vous dites, mais des choses que je ne suis pas sûr d'avoir complètement comprises. Notamment la question de l'enclavement. L'enclavement breton contre quoi le Célib a lutté en son temps. Alors vous dites, faudrait que vous clarifiez votre position, c'est peut-être moi qui vous ai mal lu. L'enclavement, il est derrière nous ou il n'est pas derrière nous ? Alors, Flippono disait bien qu'il y avait une obsession du désenclavement pour les Bretons. Et ça correspond bien, je crois, à cette première époque où il fallait rattraper le modèle français. On a couru derrière le modèle français. Et donc, les Bretons se sont bagarrés pour les routes gratuites qui ont été obtenues avec Pompidou d'abord en 68 et annoncées par De Gaulle à Quimper. On s'est battu pour le port de Roscoff, on s'est battu pour les aéroports, etc., etc. Mais globalement, on a créé des drains, des réseaux terriens, sous forme de delta, un peu de Y successifs, qui mènent au Mans, qui mènent à Paris. Enfin, et globalement, ces aménagements très terrestres ont suscité aussi des déplacements démographiques. Hein. J'avais travaillé pendant 6 ans sur la démographie bretonne, et on constatait qu'en 1850, Brest était plus peuplé que Rennes. Et en fait, en 1850, il y avait 450 000 habitants de moins en Basse-Bretagne qu'en Haute-Bretagne. Et aujourd'hui, on est à 1 300 000 et on a, si vous voulez, un triangle de forme isocèle qui progresse beaucoup, allant de Auray, du nord de Rennes et la Loire-Atlantique. Sauf que c'est assez dangereux aussi pour Nantes et Rennes parce qu'elles ont toujours tiré leur prospérité en étant des carrefours, pour Rennes qu'on date, entre la Basse-Bretagne et la Bretagne et la France. Et c'est très net, par exemple, pour l'épopée de la conserverie sur le Sud-Loire après la découverte par Nicolas Appert du processus à Nantes. Et donc on a tout un front de colonisation de conserverie qui va jusqu'à Douarnenez et qui amène après beaucoup de prospérité sur Nantes. Donc si cette Basse-Bretagne est un peu fragilisée, Nantes se retrouve ainsi un petit peu en situation de terminus. Donc effectivement, ce rattrapage et cette obsession du désenclavement a déplacé les dynamiques démographiques de la Bretagne. Et il me semble que précisément ce grand rôle maritime que Nantes c'est indispensable, Nantes-Saint-Nazaire c'est indispensable pour que la Bretagne, qui a dans son histoire été extrêmement puissante au niveau maritime, mais qu'il a oublié. Elle est indispensable dans le dispositif parce que tous les ports dans le monde avancent avec un grand hub et des logiques de feedering ou de cabotage permettant d'alimenter les villes portuaires. Hein. Et la plupart des villes bretonnes sont portuaires. Donc il y a un terrain de jeu fabuleux pour justement embrayer la seconde avec des dynamiques maritimes et ne pas oublier que la France a aussi 11 millions de kilomètres carrés de mer dans le monde dont on ne fait quasiment rien. Et si ce n'est pas les Bretons qui montrent un peu le chemin de ce qui sera l'avenir sans doute du XXIe siècle, qui est-ce qui va le faire en France ? C'est pas la Corse, puisqu'ils ont une autre tradition complètement différente. Les Corses, la mer, c'était l'invasion, d'où ces différentes forts qu'on a tout au long de l'île. Les terres également, les littorales étaient données aux femmes parce qu'elles avaient moins de valeur, etc. Donc c'était une terre d'invasion. Nous, ça a été une terre de rayonnement. On peut rappeler, même si c'est très loin bien sûr, mais qu'au XVIIe, un tiers de l'or français était frappé en Bretagne parce qu'on avait la première flotte d'Europe. Donc je crois qu'on a rattrapé le retard avec des logiques terriennes. Eh bien, il y a des éléments de redynamisation avec ces logiques maritimes, puisque 95% du trafic mondial de marchandises est aujourd'hui maritime, mais malheureusement qu'on est
On est en retard parce que je constatais comment toutes les péninsules dans le monde connaissent des progrès fabuleux. Et nous, voilà, la situation économique et le porte-monnaie, c'est quand même pas terrible. Toujours au chapitre des mobilités, là aussi, un autre point sur lequel j'aimerais avoir des éclaircissements. Vous vous en prenez aux responsables politiques et à leur culte, je vous cite, des grands projets, TGV, aéroports, VAL, tramway, inauguration des tronçons routiers. Je sais pas, moi j'ai l'impression que Nantes, sans tramway et sans périphérique, ça serait un peu compliqué, non? Et est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu small is beautiful dans votre propos? Non, surtout pas. J'évoquais tout à l'heure quelques grandes infrastructures indispensables. Et dans les années 70, il avait été à un moment envisagé de créer un seul aéroport en Centre-Bretagne. Et on aurait certainement dépensé beaucoup moins d'argent en créant des aérodromes à Saint-Brieuc qui doivent avoir aujourd'hui 200 personnes. C'est l'équipe de foot de Guingamp qui y est. Donc on aurait une connaissance de planification. Il faut quelques grands projets. À l'inverse, ce que je constate, c'est qu'on dépense des sommes faramineuses en oubliant ce que l'on appelle scientifiquement le bruit de fond des mobilités. Quand vous regardez l'ensemble des liaisons ferroviaires en Bretagne, cela représente à peu près, pour une année, cela représente le trafic d'une journée en automobile. Quand vous regardez après les budgets qui sont alloués, le TGV Bretagne alors un TGV qu'on qualifie de Bretagne, mais c'est un tronçon qui court du Mans à Rennes pour gagner 30 minutes, c'est 3,3 milliards. Les Bretons ont dépensé plus d'1 milliard là-dedans. Alors que je fais ma thèse sur le TGV Méditerranée, les Méditerranéens n'ont pas donné un centime pour avoir une infrastructure d'État. Nous, on a donc donné l'ensemble du budget de la région Bretagne pour faire gagner 30 minutes entre Rennes et Paris, ce qui fait que Rennes va être plus proche de Paris que de Brest. Et donc, il faut des grands projets. Simplement, on oublie des choses parfois qui ne coûtent pas un centime. Je pense par exemple à Rennes, ils ont fait une initiative remarquable. Ils ont déplacé les cours de 10 à 15 minutes à Villejean parce que les vals étaient pleins et du coup, aujourd'hui, ça se passe mieux. Et il y a des choses qui ne coûtent... le covoiturage, par exemple, si les citoyens ne l'avaient pas mis en place, ça coûte rien le covoiturage, en dehors des aires qui sont à construire et un peu onéreuses. Mais voilà. Si les gens ne l'avaient pas fait par eux-mêmes, pensez-vous que les politiques auraient fait ça? Donc on a une propension à couper des rubans et à se faire plaisir, parfois en dilapidant quand même l'argent du contribuable. Je regardais à Rennes la deuxième ligne du Val, avec des projets qui ne sont jamais rentables économiquement, parce que l'usager ne paye pas le prix de l'ensemble du billet, vous le savez mieux que moi. Mais la deuxième ligne du Val, projet utile, et tout le monde est d'accord pour que c'est des transports en commun, sauf que c'est encore à un coût de plus d'1 milliard. Et sur le tronçon qui va vers Saint-Jacques, on crée une ligne en large partie en souterrain qui va être juste à côté d'une voie ferroviaire qui existe. Voilà, c'est 500 ou 600 millions qui vont être dépensés alors qu'il y a une voie à côté. Je crois savoir qu'à Châteaubriand, vous avez fait un tram-train qui marche bien. Peut-être qu'il y avait des solutions plus économes à étudier scientifiquement ce que je n'ai pas fait sur le cas que je viens de dire. Mais on est ce culte un peu du grand, quoi. Du grand, voilà. Alors, ponctuellement, il en faut, mais pensons avant tout à la vie du citoyen. Et Notre-Dame-des-Landes, ça fait partie de ce culte du grand? Oui, je crois, parce que les études sur la saturation actuelle de Nantes sont loin d'être avérées, me semble-t-il. Et puis, je me demande si aujourd'hui, on a quand même un pays qui est très bien équipé, grâce à l'époque que vous avez évoquée, un peu les 30 Glorieuses qui se sont développées en Bretagne. Et je ne sais plus, aujourd'hui, vu la précarité des ménages, si on peut se permettre de mettre 600 ou 800 millions dans un aéroport, parce que les prix débordent toujours. 3,3 milliards pour un tronçon de LGV. Enfin, il faut arrêter, quoi. Quand vous regardez, après, ils envisagent une autre ligne après pour relier l'aéroport, si jamais ce dernier fait, et de parler d'une ligne d'1 milliard pour le train entre Rennes et Nantes. Mais d'où vient l'argent? D'où vient l'argent? Avant de passer la parole à Salle, Philippe, une ultime question? Non? Oui? Non? Non, peut-être dans le débat tout à l'heure. Bien. Eh bien, écoutez, à vous de prendre la parole. Oui, Michel Jouvet, on s'est déjà croisé à plusieurs reprises et avec intérêt dans des échanges parfois contradictoires. Je voulais te réinterroger sur la place des métropoles. Parce qu'au-delà de la question de la réforme territoriale, sur le point je suis dubitatif, est-ce qu'il faut une région à 5 départements, une grande région, Bretagne, Pays de Loire, je reste dubitatif, je ne sais pas si le fond de la question est vraiment là, parce que, et un des points de débat que nous avons eu ensemble, que tu as évoqué, c'est justement la place des métropoles.
et sur lequel, je pense, on avait une analyse très très différente que tu as rappelé rapidement tout à l'heure. Et j'ai senti dans la réflexion de Bretagne Prospective, et dans la tienne en particulier, une vision plutôt prudente, je vais être prudente dans mon expression, par rapport aux métropoles. Et je pense que dans l'expression des quatre maires de Brest, de Rennes, de Nantes et de Saint-Nazaire, il y avait une affirmation métropolitaine très très forte, et je pense que demain, les territoires se structureront beaucoup autour des métropoles, au moins autant que des régions, et je pense là-dessus, il y a matière à débattre. Alors, tu as parlé de Toulouse. Toulouse, c'est un contre-exemple. C'est un contre-exemple de métropole. C'est une volonté politique à Toulouse qui a fait que Toulouse a créé un interland, un désert dans un rayon de 100 ou 150 km. Si je prends Nantes, je suis persuadé aujourd'hui que les territoires ruraux, le pays de Châteaubriand ou d'autres, seraient aujourd'hui des territoires que j'ai bien connus dans les années 70, seraient des territoires morts, des déserts, s'il n'y avait pas eu ici une volonté de jouer la complémentarité entre les grandes fonctions métropolitaines, le désenclavement, avec un certain nombre de territoires ruraux. Donc je voulais te réinterroger sur ce point. Et un autre point très très simple, tu as dit que tu as cité que l'agriculture bretonne était un modèle de performance à l'échelle de l'Europe. Je suis en désaccord aujourd'hui complet sur ce point. Le modèle breton agricole que j'ai bien connu est aujourd'hui un modèle qui est en fin de vie. On voit bien ce qui se passe dans les filières porcines, dans les filières avicoles. La filière bovine, laitière sont aussi quand même un peu bousculées. Et je pense que c'est un modèle qui a vécu à partir de subventions européennes et qui aujourd'hui doit être complètement repensé. Alors, deux questions. D'abord, l'articulation entre les métropoles et le reste des territoires. Oui, moi je crois encore une fois qu'en France, on a une obsession des capitales, des chefs et du concentrationnaire. C'est-à-dire qu'on, regardez pour les étudiants, on veut créer des grands pôles et c'est logique de réseau de villes. Au Pays de Galles, ils ont profité parfois de petites universités pour redynamiser des villes moyennes et les étudiants s'en portent pas plus mal, notamment pour le prix des logements, entre autres. Ou les déplacements. Donc on a une vision toujours un peu à l'instar de Paris qui est très concentrationnaire. Après, il y a parfois des éléments de déversement positif des métropoles vers des villes périphériques. C'est attesté pour des déconcentrations qui peuvent exister. Ne pas oublier par contre que les gens qui font du Châteaubriand Nantes tous les jours pour aller bosser, alors aujourd'hui c'est plus confortable, mais qu'on a ces migrations qu'on appelle pendulaires, qui, comme l'a montré dans l'Atlas des fractures sociales Christophe Guilly, deviennent aujourd'hui insupportables pour quand même 20 à 30% de la population. Qui ne s'en sortent plus en raison de ces déplacements. Donc on a quand même ce phénomène structurel métropolitain qui est immensément problématique. D'autre part, ne pas oublier qu'on a aussi des petites villes rurales qui ont des formes de dynamisme propres sans avoir de véritable lien métropolitain. On pourrait citer la Gacilly ou même Lannion à un moment où il n'y a pas eu, c'est pas forcément la concentration et la taille qui suscitent le dynamisme. On a plein d'exemples dans le monde où des petits villages, en Autriche par exemple, sont devenus des technopoles justement en prenant en compte leurs propres forces. Et c'est bien ça qui me semble la clé de demain. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des territoires tertiaires interconnectés par des liaisons rapides, ce que l'on est en train de bâtir en France, ça va être la nouvelle économie par les territoires, la création de richesses par les territoires, en mariant l'urbain, le rural et l'agricole, qui va faire la prospérité de demain. Et au lieu, je parlais des grands projets, là, des grandes infrastructures de transport, si on mettait vraiment le paquet sur la transition énergétique, dans le Méné, ils ont fait un calcul froid. Combien les gens dépensent en énergie par an? 6500 habitants. Ils ont calculé, c'est 12 millions d'euros. Ça fait 2000 euros par habitant et par an. Et ils ont décidé, on se redresse les manches là, et on se retrousse les manches, et on arrive à 100% d'autonomie énergétique. Ils ont créé une usine de méthanisation, des éoliennes, ils sont arrivés à 40% d'autonomie énergétique. C'est 1000 euros gagnés par habitant et par an. L'avenir sera là, beaucoup plus que dans ces projets qui sont quand même à destination des plus riches, souvent habitant le centre, souvent ceux qui sont les hommes d'affaires circulant de pôle à pôle. Pensons plutôt à effectivement à ces gens un peu plus pauvres. Et bâtissons leur avenir en leur faisant économiser de l'argent. Deuxième point, si vous le permettez,
Pour l'agriculture, c'est un sujet qui me passionne, que je travaille beaucoup. Il y a actuellement quelques hallebardes, effectivement, qui pleuvent sur certaines filières. Mais n'oubliez pas qu'en gros, les richesses créées par l'agriculture en Bretagne, c'est en gros un tiers de l'ensemble de l'économie des 5 départements. C'est-à-dire qu'une masse d'entreprises qui ne sont pas directement liées à l'agriculture, si les 3% de paysans qui restent craquent et qu'on a, après vous avez les transporteurs, les activités de transformation, l'activité portuaire, c'est les chaînes du froid, enfin c'est énorme. C'est énorme et donc attention à ce qu'on raconte, d'autant qu'il y a des fantastiques pépites entrepreneuriales en Bretagne, qu'au niveau de la traçabilité, moi je crains les libres-échanges avec les États-Unis où ils mettent des antibiotiques pour la croissance des animaux, ça fait une catastrophe. Au niveau de la traçabilité, on a parmi les meilleures productions du monde au niveau de la qualité des productions. Et actuellement, il y a des marchés qui s'ouvrent partout dans le monde parce qu'on va passer de 7 à 10 milliards d'êtres humains. Il n'y a que 11% des surfaces émergées dans le monde qui sont cultivables. Le passage de 7 à 10 milliards d'êtres humains va entraîner une artificialisation fantastique des terres. Et l'enjeu de nourrir les hommes par l'économie de la terre et l'économie de la mer, ça va être crucial. Et nous, là-dessus, on a des savoir-faire, on a une expertise, on est dans certains secteurs vraiment les meilleurs au monde. Il faut progresser encore. Ils ont fait d'immenses efforts, y compris dans l'environnement. Donc là-dessus, attention à des discours un peu rapides qui oublient les fondamentaux de l'économie de demain. Une autre intervention. Yves Lenné. Il y a 3 mots que je n'ai pas entendus ce soir et je regrette de ne pas les avoir. On n'est qu'à la moitié du débat. Mais je vais les dire. Et vous m'avez un petit peu déçu de ne pas les dire. Il s'agit de démocratie d'abord. Ensuite, de la solidarité et de la confiance. Alors, vous n'apporterez pas, et je ne vous apporterai pas des chiffres pour dire que la solidarité et la confiance en Bretagne est plus forte que chez les autres. Entre Bretons est plus forte que chez les autres Français. Ce n'est pas quelque chose qu'on chiffre, qu'on analyse maintenant. Et ce pourrait être l'objet d'une conférence très intéressante d'ailleurs, que je ne vais pas commencer ce soir. En démocratie, cependant, vous devriez être d'accord. Vous devriez être d'accord pour dire que les Français, comme les Bretons, comme les gens des Pays de la Loire, ne sont pas des idiots et savent très bien à quoi va mener une région qui n'en est pas une si elle se réunit comme cela et tire dans tous les sens. Car enfin, il s'agit d'un mariage. Attention, dans un mariage, on apporte quelque chose. Il y a un aspect de dotation. Et là se pose qu'apportent les Pays de Loire à la Bretagne et qu'apporte la Bretagne aux Pays de Loire. Il faut le dire comme ça. J'ai essayé très rapidement, en moins d'1 heure, d'établir une liste de tous les efforts que la Bretagne avait pu faire depuis une 50aine d'années pour justement apporter quelque chose au-delà de son territoire officiel. Je suis tombé sur 26 points. Il peut y en avoir 50, beaucoup plus. Je vais vous les dire très rapidement. Pas les 26. Ah non, c'est pas possible. Je vais dire la moitié. Non, mais en plus, on a compris que vous étiez d'accord avec Jean Olivreau. Excusez-moi. Le CELIB, les régions, les comités d'expansion régionaux, le plan routier breton, la route des estuaires, les ports de Roscoff et de Saint-Malo, Brittany Ferries, la ligne Montoire-Vigo, l'autoroute de la mer Montoire-Riron, marques produits en Bretagne, la diaspora bretonne, la musique celtique, la renaissance de la langue bretonne, sont des choses, je n'ai que la moitié. À votre demande, je ne lis pas l'autre moitié. Il s'agit d'apports qui ont été faits et donc de la dotation que la Bretagne peut donner à... Mais encore faut-il que cette dotation soit acceptée. Où est
l'effort démocratique pour accepter cette union au nom d'une région qui, je vous l'accorde, pourrait s'appeler la Bretagne, tout simplement, puisque dans le fond, avant le IXe siècle, à l'époque d'Héris-Poé, on a débordé sur le Cotentin, la Mayenne et même Angers. Donc, il n'y aurait pas de honte à appeler Bretagne une région Bretagne-Pays de la Loire. Mais ça ne sera pas comme ça. Merci. Je ne sais pas si ça a une réaction. Non, je partage ce qui a été dit. Un exemple intéressant, c'est quand même les routes, effectivement. Bon, le Célib avait négocié la gratuité des routes sur l'ensemble de la Bretagne. Et maintenant, on a 2 tronçons qui commencent à être payants en Loire-Atlantique. Bon, ben voilà. Donc, effectivement, il y a des acquis qui sont subvenus grâce à ça. Et bon, voilà. Michel François, je suis néo-croisique et je suis breton, même si mon nom n'est pas Ic ou Ec. Et mes parents se considéraient comme bretons, mes grands-parents aussi. Et au Croisic, où vivait une partie de la population francisante et une partie importante d'une population bretonnante avec les familles de pêcheurs venues dans les 50 années précédentes du Guilvinec, eh bien, mes parents se considéraient comme bretons, ce qui ne les empêchait pas, pour parler des autres, de dire les Bretons. Et tout le monde le faisait ça le plus naturellement du monde, et sans contester que les uns ou les autres soient ou ne soient pas bretons. Par conséquent, on peut très bien... Ça tient à quoi? C'est que le mot bretonnant, par exemple, eh bien, je l'ai appris dans l'adolescence pratiquement. Donc, c'est faute de connaissance de l'histoire et faute de savoir qu'en Bretagne, il y a des bretonnants, il y en a d'autres, etc., que l'incompréhension et certains rejets se passent. Pas seulement, mais il y a ça en particulier. Je peux aborder un deuxième point? Je voudrais revenir sur les voix qui se subdivisent 2 par 2 et qui, quand même, me conduisent à parler des raisons pour lesquelles moi aussi je suis pour la réunification de la Bretagne, c'est-à-dire la Bretagne à 5 départements, et non pas pour la fusion, parce que la fusion ne changerait en réalité pas grand-chose au grave travers que crée le découpage actuel des régions qui sont découpées sur les routes de Paris, sur les voies, sur les routes proprement dites, et sur les voies de chemin de fer, et j'ajouterai sur les voies aériennes également. Depuis, mettons, 150 ans, avant ça existait beaucoup moins, parce qu'au pas des chevaux, les distances et la vitesse, ça marchait à peu près de pair. Les chevaux marchaient à peu près à la même vitesse partout. Mais depuis que le chemin de fer a modifié la vitesse de déplacement, notamment sur terre, et que la vitesse sur terre a pris l'avantage sur la vitesse sur mer qui existait jusqu'au Second Empire, on ne le sait pas trop, on n'a pas fait attention, ça a changé beaucoup de choses. Et depuis que cette centralisation mécanisée est en place, on a vu la population de l'Île-de-France passer de 2% en 1800 à 20% aujourd'hui. Et les richesses, elles ont suivi, les emplois ont suivi, et c'est un effet du fait que les transports sont centralisés. La politique ne vient qu'aider les choses et les compliquer, mais c'est fondamental, je crois, pour comprendre l'évolution du déséquilibre territorial français, de comprendre le rôle de la centralisation des transports, depuis 150 ans en gros. Alors, Michel François avait d'ailleurs fait un article très intéressant dans Place Publique sur le sujet, mais qui l'avait amené à conclure en faveur de Notre-Dame-des-Landes. Mais ça, c'est un point en désaccord, mais pas sur la réserve que donnait Jean Livreau tout à l'heure. Je pense qu'on aurait pu mieux faire, mais dès lors qu'on est arrivé là, je crois qu'il faut continuer, parce que l'aéroport de substitution, c'est Roissy. Bon. Et les Roissy, c'est aussi des navettes, 20 000 navettes aériennes par an entre les aéroports bretons et Paris, ça compte quand même, et ça mérite d'être regardé de près. Donc j'essaye de réduire. Les régions actuelles ont pour axe Paris, et on voit bien que c'est là-dessus, dans ces directions-là, qu'on roule le plus vite. Et si on veut faire des trajets transversaux, eh bien on prend par exemple Rennes-Brest. Eh bien Rennes-Brest, ça se fait au minimum en 4 heures moins le quart
maintenant pour le trajet le plus rapide et qui passe par Rennes. C'est-à-dire qu'on monte vers Paris pour redescendre. Et si on marie les deux régions, on aura le même effet. Et pour faire Brest-Bordeaux, eh bien maintenant on passe par Paris. Brest, Paris-Bordeaux, ça fait 1200 km, alors que Brest-Nantes-Bordeaux fait 600. Mais dans un cas, on part à 200-250 km/h. Dans l'autre cas, on est à peu près à 75 km/h. Et si on marie les deux régions, on ne change rien. On a exactement les mêmes tendances à passer par Paris, à remonter et à redescendre de l'autre côté et à dévitaliser l'intérieur entre les branches et le bord. La côte, par exemple, Brest-Nantes, ne peut pas bénéficier du gain en transport qui se fasse par Paris. Vous n'êtes pas en désaccord, j'imagine. Pas totalement, sûrement pas. Non, mais c'est un point que je n'avais pas vu, mais qui est très intéressant, effectivement. Ouais, c'est... Oui. Juste sur l'identité, c'est vrai que moi, je trouve ça quand même violent de tout ce qui a concerné la politique de débretonisation ici, quoi. Et c'est quand même... je partage ce que vous évoquez. L'autre jour, il y avait les remarquables fêtes à Nantes, là, et un bagad breton qui était devant. Et la sono matraquait pendant tout le défilé que c'était un bagad ligérien, quoi. Hein. Et les gens dans le public disaient bah, c'est breton, mais non. Donc c'est quand même attaquer ce que les gens sont et aux frais du contribuable. C'est quand même violent, quoi. C'est quand même violent. Et le bouquin d'Yvon est très intéressant là-dessus. Hein. Sur ce côté, cette incapacité des Français, qui est un pays basé au barycentre de l'Europe, à concevoir ces marges comme pouvant être fécondes. Alors que le grand géographe Vidal de la Blache disait que la force de la France, dès 1905, c'est sa diversité. C'est justement parce que c'est un pays qui a des contours extrêmement bariolés que c'est un pays fabuleux au niveau touristique, au niveau des pratiques, etc. Et il y a toujours... Mais c'est pour des raisons de pouvoir, hein. C'est Paris qui a peur de lâcher de l'argent, notamment. C'est pour des raisons de pouvoir. Mais on est quand même y compris dans ce mot d'intégration, qui est quand même très violent. Faut-il se désintégrer pour appartenir à la République ? S'adapter, on s'adapte, mais on ne se désintègre pas. Allez. Et donc, il y a cet élément sur l'identité, c'est démocratie, oui, comme tu évoques. Un autre géographe. Oui, Jean-Pierre Payon. Oui, je voulais revenir sur la notion de l'Ouest. J'ai entendu tout à l'heure que tu as dit que l'Ouest n'existait pas. Ben, moi, je regrette. L'Ouest existe. L'Ouest existe et c'est où ? C'est à l'Ouest. Et alors, oui, mais là-dessus, c'est quand même pas nouveau. Il y a le Sud-Ouest, il y a l'Ouest, si on découpe, et il y a eu des vieux découpages, notamment, je parle des séates, etc., autrefois, et quand même, il y a eu plusieurs découpages territoriaux ou analyses, et dans lequel, y compris Vidal de la Blache, hein. Donc, effectivement, cet Ouest existe, avec des éléments d'identité qui ne sont pas uniquement ceux de la Bretagne. Effectivement, la Bretagne est un élément fort, c'est sûr, mais autour, notamment actuellement, de cette production agricole, c'est la première région agroalimentaire française, et quand on additionne Bretagne et Pays de la Loire, justement, c'est un poids extrêmement important qui a été un élément de développement économique et de résistance. Actuellement, ça bouge pas mal, mais quand même de résistance et de développement avec une population, des densités de population, c'est le deuxième élément. On le retrouve pour les Pays de la Loire et pour la Bretagne. Donc là, ça fait une deuxième identité. Et j'intégrerai d'ailleurs dans cet ouest, il y a aussi la région Poitou-Charentes. Il y a de nombreux découpages si on reprend des manuels. Mais si on reprend, écoutez, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire forcément, mais l'ouest a une identité forte. Il y a cette façade maritime. Il y a toute une histoire quand même, y compris du commerce triangulaire, c'était pas la Bretagne, c'était Nantes et tout un échange avec l'intérieur, les mouchoirs de Cholet, ça existait, etc. etc. C'est pour dire que considérer que l'Ouest c'est une rigolade, ça n'existe pas, je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Quel découpage faire ? Moi je crois que dans le débat sur les régions, les grandes régions au niveau européen, il y a une vingtaine, 20 ou 30 ans, justement, c'était un élément fort que cette grande région ouest, avec
également toute une série d'études sur les découpages territoriaux, sur la hiérarchie urbaine, dans laquelle cette hiérarchie urbaine, elle est clairement indiquée. Elle n'a pratiquement pas bougé depuis 20 ou 30 ans. Alors évidemment, entre Rennes et Nantes, qui va être la capitale, et la hiérarchie, et Angers à la trouille de ceci, cela. C'est clair que Nantes est au cœur de cet ensemble, d'une certaine manière. Si on veut raisonner en termes de réseau urbain, ça existe bien. Et effectivement, comme disait Thierry Guidet, cet ouest présente un avantage comparé à Toulouse, etc. Et ce n'est pas nouveau, ça fait 50 ans qu'on en parle dans les bouquins de géographie quand même. Ça n'a pas disparu, ces études-là et ces analyses. Et donc, on voit bien comment la Bretagne, on est dans un réseau qui est quand même assez proche d'un réseau cristallérien, avec un certain équilibre entre cette hiérarchie urbaine et des éléments de force qui fait que les campagnes ne sont pas vidées. Et donc, autour de ça, il y a une certaine identité et des éléments absolument forts et qui peuvent effectivement se développer. Et puis aussi considérer quand même que l'État, sauf que l'État, si on regarde bien les investissements qui ont été faits, un certain nombre de réalisations sont directement des investissements dans le cas de l'aménagement du territoire. Cette Bassoire, heureusement qu'il y a eu un aménagement du territoire et un certain nombre de décisions politiques, y compris sur le terminal méthanier, sur la raffinerie de Donge qui subsiste. Donc là-dessus, c'est bien quand même quelque chose qui est une décision d'aménagement du territoire. Et je me rappelle, il y avait un débat avec Pierre-Yves Lerin. Voilà. Et puis, il y avait un des collègues du Sud-Ouest. Il a dit, écoutez, oui, il disait, il ne faut pas laisser partir la production d'électricité à l'extérieur. Et production d'électricité, alors le collègue qui était du Sud-Ouest a dit, on va vous couper le gaz de lac, parce qu'à l'époque, c'est le gaz de lac qui alimentait. Donc, effectivement, autour de ça, c'est quand même un peu complexe. Voilà. Avant de vous donner la parole, j'ajoute que sort ces jours-ci, m'adresse à un géographe, réalisé par quelques dizaines de géographes d'Université de l'Ouest, un atlas des campagnes de l'Ouest, aux presses universitaires de Rennes, qui va un peu dans le sens de ce que dit Jean-Pierre Peillon sur l'espèce de socle anthropologique commun, disons, au Grand Ouest. À vous. Le Grand Ouest, oui. La Californie, je ne sais pas. Il y a des milliers d'Ouest et il n'y en a aucun. Pas dit le Far West. Il y a des milliers d'Ouest, il n'y en a aucun. On ne peut pas transformer une terre de civilisation en un point cardinal. C'est pas possible. On n'est pas, comment dire, simplement c'est une question de vocabulaire, un point ça. cardinal. C'est particulièrement important. On n'est pas un point cardinal uniquement à l'ouest de Paris. Non. Il y a des éléments clés d'identité sur la Normandie, la Bretagne qui comptent et qui pour moi sont des éléments cruciaux pour l'avenir. Et on a dit parfois n'importe quoi et les gens du coup ils sont paumés aussi. On est toujours à l'ouest de quelque chose. Les gens, si vous êtes à Brest, il y a encore Ouessant. Enfin, c'est un point relatif et c'est pas un point d'ancrage. Et on a même été quand même en Loire-Atlantique. Pour le tourisme, n'en parlons pas. Alors, vous dites aux gens qui vont à l'ouest, et ils sont partis. Allez. On laisse Jean-Olivier répondre. Ils sont un peu partis à l'ouest. Ouais. Et on a même vu le port de Nantes-Saint-Nazaire communiquer sur le concept de Ouest Atlantique. Ce qui est absolument, ce qui est absolument hallucinant, vous regardez quand même les mêmes mondes, ou alors je ne sais pas lire une carte, c'est quand même à l'est de l'Atlantique. Et on dit Nantes, Ouest Atlantique, c'est-à-dire que quelqu'un qui viendrait du Canada, il va dire, là je reviens à la case départ, quoi. On comprend. Donc on ne peut pas dire n'importe quoi avec les lieux. Il y a des appellations fortes, douées de cohérence. Et aujourd'hui, je crois que l'enjeu majeur pour résoudre cette affaire, c'est au-delà des décisions politiques que je ne maîtrise pas, je ne suis pas politicien encore une fois, c'est d'être des logiques très constructives et d'animation de projet. Il y a déjà plein de choses qui existent sur la Bretagne. Je parlais du droit, des avocats, des notaires. Vous prenez des entreprises produites en Bretagne. Inextinso là, vient de se mettre sur les 5 départements bretons en prenant un bout de la Vendée, pourquoi pas. On a des groupes qui fonctionnent là-dessus, Aiguillon Construction. Le point BZH va se mettre sur... démontrons preuve à l'appui, de manière constructive, que ça marche. Et plutôt que parfois de manifester, de râler, de casser des œufs, des trucs comme ça, pour moi, ça ne sert pas à grand-chose. C'est beaucoup plus
preuves à l'appui de démontrer que ça marche. Si par exemple lors des derbies Rennes-Nantes, on faisait un petit concours avec où est la capitale, où est le Parlement de Bretagne, Rennes-Nantes, où est le Château des Ducs de Bretagne, Rennes-Nantes, et que les gars gagnent 1 000 € ou 500 € en jouant à ce jeu-là, je peux vous dire que la réunification de la Bretagne, ça allait plus vite que si on manifeste. Donc il faut faire une forme de jeu, de dire que c'est bénéfique pour tous. Je crois, personnellement, j'en suis persuadé, parce qu'au début, moi, je n'étais pas du tout un militant. Je suis parti, suite d'ailleurs à des rencontres avec Martret, je suis parti un été avec 50 bouquins sous les bras pour me dire, mais est-ce que ça vaut le coup, ce machin-là? Et je suis revenu, oui, en disant, ben oui, c'est une évidence et ça marcherait. Alors, il y a beaucoup de demandes d'intervention, donc je souhaiterais que les interventions soient un peu plus brèves que précédemment, et peut-être les réponses aussi. Allez. Alain Lehenaf, donc je ne peux pas cacher mes origines bretonnes avec un nom comme celui-là. Bon, moi, je vais évoquer 2 ennemis personnages que sont Pleven, Martret d'un côté, et d'autre part Alexis Gouvernec. Je pense que ce sont des gens qui ont fait bouger la Bretagne de façon très importante, des années 50, des années 60, 70 aussi. Bon. Voilà, donc c'est un peu le passé. Et je me demande si actuellement la Bretagne vit quand même dans une situation économique un peu difficile. Je pense dans toutes les filières, effectivement, autour de l'agroalimentaire. On parlait de GAD, on parlait de Stili-Capco, on parlait de Doux, etc. Et je me demande, c'est la question que je vais vous poser, est-ce que vous pensez que je dirais, les mouvements actuellement initiés par les bonnets rouges, M. Troadec, maire de Caen, etc., c'est quelque chose qui est un épiphénomène ou c'est quelque chose qui peut amener de façon structurelle des évolutions importantes dans l'approche économique de cette Bretagne du Nord-Ouest, je pense, qui souffre beaucoup actuellement. Alors, dites-nous ce que vous pensez des bonnets rouges. Ben, encore une fois, moi, je m'occupe moins de la politique. Ce que je constate comme permanence en Bretagne, c'est que les gens ici se mobilisent à partir des inquiétudes économiques, tout le temps. Dans les années 50, ils se sont réveillés parce qu'effectivement, il y avait un problème. C'était 90% des fermes sans eau courante, la moitié sans électricité. La situation de la Bretagne était dramatique. Quand Pleven a relevé, entre guillemets, a commencé à initier son mouvement, le CLIB, qui s'est transformé en CELIB pour appuyer cette démonstration, cette conviction des Bretons par des études solides. Et aujourd'hui, je crois que l'enjeu de la réunification, c'est aussi ça, c'est avoir des études solides pour démontrer qu'effectivement, c'est plus performant que l'autre. Aujourd'hui, et ce mouvement des bonnets rouges, c'est un peu pareil. À Paris, ils n'y ont rien compris parce qu'ils disaient mais c'est qui le chef, qui contrôle, qui dirige. Sauf que les Bretons, ils avancent précisément quand il n'y en a pas. Ce qui rejoint aussi la question de la fameuse capitale. Je ne suis pas persuadé qu'on créera une Bretagne prospère et une Bretagne cohérente s'il n'y a qu'une seule capitale. Beaucoup de pays dans le monde en ont plusieurs d'ailleurs. Donc inspirons-nous de ça pour avoir des partages de compétences. Et il y a eu un mouvement donc, quand même, qui a fait beaucoup frémir Paris. Et c'est sans doute pourquoi d'ailleurs la Bretagne a été finalement un peu isolée. C'est la seule pénalisée de manière relative avec d'autres régions en France, parce qu'on dégringole au niveau du classement des régions, vous l'avez vu. Et quelque part, c'est peut-être parce qu'ils ont également mis la trouille à Paris. Alors il est un peu paradoxal que le gouvernement Balladur, où il n'y avait pas un ministre breton, dise naturellement une Bretagne entière, avec Normandie, avec Val-de-Loire. Et que là, alors qu'on a plusieurs ministres bretons, on se retrouve avec un truc à 4 qui bouge pas. Alors aujourd'hui, pour l'actualité, moi je ne sais pas ce que ce mouvement va devenir, mais je crois que c'est vraiment, surtout pour la Loire-Atlantique et autres, je sais que Jacques Bernard est venu pour Produits en Bretagne ici expliquer, tout simplement. Dire, écoutez, nous ça marche, voilà les entreprises, vous pouvez aller les voir, ils vont vous dire que oui, leurs affaires vont mieux depuis qu'elles sont adhérentes. Je crois que c'est beaucoup plus, effectivement, cette vision de cohérence pour des régions citoyennes et de fournir aujourd'hui un espoir, quoi. Au-delà des régions technocratiques, de dire un espoir. Et donc la dynamique du projet pour l'ensemble de la Bretagne me semble tout à fait cruciale. Une autre intervention. Oui, Jean-Jacques Derrien. Nous avons également été amenés à échanger avec Bretagne Prospective lorsque l'Institut Kervégan était donc en contact et en réflexion sur ces sujets. Et nous avons eu, c'est vrai, un certain nombre de points, parfois d'incompréhension, même si d'autres choses nous rapprochaient. Mais inversement, dans Kervégan, Institut Kervégan, think tank à l'Ouest, puisque c'est comme cela qu'il se dénomme actuellement, nous avons eu un débat sur la réforme territoriale. Et là aussi, nous avons des points parfois des nuances de divergence qui montrent que la diversité est source de richesse. Notamment, moi je pense que le point sur le découpage territorial,
d'abord, la réforme telle qu'elle est lancée de façon typiquement française. Je parle française pas par rapport à la Bretagne, mais comme modalité de fonctionnement. C'est-à-dire qu'on est en train de focaliser avant tout sur les découpages, ce qui me paraît pas forcément le premier point à aborder pour la question qui a été posée. Ça, c'est le premier point. De toute façon, il n'existe pas de découpage parfait, et c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. C'est d'autant plus compliqué quand, pour des raisons diverses, certaines qu'on comprend assez facilement, on est dans l'impossibilité de toucher à la répartition des départements entre régions. C'est-à-dire que si on forme un postulat de départ, qu'on va redécouper, qu'on va faire une nouvelle carte régionale, mais sans du tout enlever certains départements de certaines régions, automatiquement, on fait une réforme qui perd en cohérence parce qu'on n'a pas une vraie réflexion de cohérence de territoire. Donc, je pense que c'est sans doute pour cela que cette réforme est fort mal engagée, à mon avis, sans parler des comparaisons très à la mode, puisqu'on pense que tout ce qui vient d'Allemagne peut être positif, sur les points de comparaison entre régions. Moi, je suis beaucoup plus sensible, effectivement, sur des choses qui ont été dites ce soir, sur les dynamiques de territoire. Ça, je pense que c'est assez important. Sur les évolutions économiques, sur l'économie donc qui est en train de se construire et où là, il faudra vraiment changer énormément notre façon d'appréhender le développement. Ça ne veut pas dire le sous-développement ou pas de développement. Au contraire, si on n'y va pas, on risque d'aller vers du non-développement, à mon avis. Et je terminerai en disant qu'il y a... Alors, je pourrais faire comme plusieurs ont fait ici, et notamment Philippe Audic. Je suis à peu près beurre comme Philippe Audic. Je n'ai pas parlé à ma grand-mère non plus, Philippe, tu vois. Et pour autant, je suis né à Nantes, j'en ai vraiment assez d'entendre parler des tuiles du Sud-Ouest. À ce tarif-là, j'adore les Ligériens qui bordent, donc, qui sont dans le Nord Mayenne, qui sont à Mamers ou qui sont à Fontenay-le-Comte. Je veux dire, on n'est jamais complètement... Enfin, la Loire réunit absolument pas non plus les gens de la région Pays de la Loire. Donc, il y a toujours des raisons de dire on est jusque-là, on n'est pas jusque-là. À un moment donné, il y a des logiques de territoire. Il faut essayer de trouver les moins mauvaises possibles, celles qui ont plus de dynamique et qui, de toute façon, on peut les vivre comme étant non pas des frontières fermées, mais des dynamiques ouvertes. Donc c'est pour ça que je trouve que sur ce débat, et c'est symptomatique, sans doute parce qu'il a été mal engagé au niveau national, on retrouve des focalisations sur ce problème de l'appartenance à la Loire-Atlantique et à la Bretagne, qui, là aussi, sont posées de façon un peu désorganisée. Ce commentaire rappelle-t-il une réaction ou pas? Non. Je rejoins ce qui a été dit sur les prérogatives. Ça, c'est effectivement... il y a les deux, quoi. Et d'où il y a le projet aussi d'Assemblée de Bretagne d'Urvoas, qui est quand même extrêmement intéressant, même s'il reste une coquille vide pour une assez large part, et justement à nourrir par les entreprises. Parce que ce que vous disiez sur... il faut changer. Je crois effectivement. Et par rapport, par exemple, aux documents d'urbanisme, les SCOT ou autres, qui ont un peu opposé les espaces urbains aux espaces agricoles ou autres, c'est justement un nouveau mode d'avancement en unissant les campagnes aux villes qu'on va créer des valeurs, surtout dans le domaine de l'énergie ou autre. Donc, effectivement, il y a tout à réenchanter sur un projet cohérent, à mon avis, et partagé. Ouais. Oui. Jean-Pierre Branchereau, je m'excuse, je m'appelle Branchereau, ce qui est un nom ligérien. Néanmoins, encore un géographe. Oui, mais modeste. Et néanmoins, je ne vais pas vous raconter ma vie familiale, mais mon père angevin et marin pendant 12 ans parlait breton. Par ailleurs, avec mon ami Didier Guivarch et d'autres ici, j'ai travaillé sur les lycées de Bretagne pendant 3 ou 4 ans avec plaisir. Et je lis toujours avec intérêt et plaisir, et j'échange avec plaisir avec notre ami Yves Lenné. Et nos échanges, je crois, sont courtois. Donc, enfin, moi, je les ressens comme ça. Donc, j'ai l'impression d'avoir une identité quand même. Et d'ailleurs, vous parliez de Vidal de la Blache, mais en 1910, donc bien avant 1941, Vidal de la Blache a écrit un article sur les divisions régionales du territoire français, où il dessine les pays de la Loire. Donc, il devait y voir une certaine identité, moins la Vendée, mais plus l'Indre-et-Loire.
Donc, effectivement, moi je pense, mais je ne vais pas le développer parce que je pourrais, à partir des Plantagenets, la Pléiade, etc., trouver une identité. Ce qui est certain, c'est que je ne reconnais pas à d'autres le droit de dire que je n'ai pas d'identité, même si je ne suis pas accroché, mais mes parents ont déménagé 27 fois. Donc, la notion d'identité, ce n'est pas quelque chose qui m'attire beaucoup. J'entendais sur France Culture même quelqu'un, un philosophe, hier midi, dire que c'était la pire régression de la pensée depuis 50 ans. Donc, ce ne sera pas là-dessus que je discuterai. En revanche, par rapport au découpage que vous proposez, je m'interroge. L'estuaire de la Loire, aujourd'hui, le fond de l'estuaire de la Loire, il est entre Ancenis et Angers. Vous proposez de le diviser entre 2 régions. L'aire métropolitaine nantaise, elle s'étend sur le nord de la Vendée, mais aussi le Maine-et-Loire. Le Maine-et-Loire est ici à 20 km. La Vendée est à 20 minutes. Vous proposez de les diviser en 3 régions, donc 3 autorités organisatrices de transport. Donc là, il me semble qu'il y a quand même un problème. Je ne veux pas vous dire que Nantes doit fonctionner à une échelle plus grande, enfin plus petite, mais enfin on ne va pas pinailler, sur un espace plus grand que la Bretagne à 5 départements, c'est ce que je pense néanmoins. Et je dirais que dans une fusion des 2 régions, les 3 premières villes seraient en triangle, Nantes, Rennes, Angers, même si Angers et Brest sont pratiquement de population équivalente, et Le Mans aussi. Donc les 3 plus grandes villes au triangle. Ces 3 villes reliées par un anneau ferroviaire, Nantes, Redon, Rennes modernisé, 1h15 de Nantes à Rennes par Redon, bientôt par la virgule de Sablé. Mettez un aéroport au milieu, je partage vos arguments sur les métropoles et peut-être les réserves sur l'aéroport. On a certainement loupé l'histoire du thé de Châteaubriand, c'était une bonne idée. On l'a certainement loupé, je crois. Mais les Lavallois, les Angevins n'étaient pas trop chauds. Donc, moi, je trouve que cet espace aurait de l'allure. Je serais content de vivre avec des Bretons. J'ai vécu avec des Manceaux avec grand plaisir. Donc, Le Mans, on y va en 2 heures. C'est plus facile que d'aller à Brest, mais je serais content d'aller à Brest en 2 heures. Et puis, s'il faut un nom, moi, le nom, j'avoue que ça ne me tracasse pas beaucoup. L'Armorique, pourquoi pas, mais Bretagne, Armorique, Loire, allez, le Bal, enfin, tout ce que vous voulez. Bretagne, mélange ou Vendée. Enfin, je préfère rapprocher les gens que les diviser, voilà. Alors, que pensez-vous de la manière dont Jean-Pierre Branchereau manie les ciseaux ? Je ne vais pas répéter ce que j'ai évoqué. Je crois que c'est des visions qui sont extrêmement différentes de celles que j'essaie de porter, quoi. On est dans le grand, les machins, des noms qui, en disant les noms, c'est pas important. L'Armorique, je vois pas ce que c'est. Non, franchement, je vais pas répéter tout ce que j'ai évoqué. Mais quand les gens sont en désaccord, c'est là où on apprend des choses. De toute façon, vous savez, si on était tous clonés et racontait tous la même chose, on s'en dirait forcément dans la société. Donc, c'est bien pourquoi nous avons organisé cette réunion ce soir. On pensait bien que tout le monde ne serait pas d'accord. Oui. Oui, je vais faire 2 remarques très rapides et puis poser une question plus sur la Bretagne du futur, voire la France du futur. Ma première remarque, c'est on parle d'histoire, je suis plutôt sur l'analyse de projet et je crois que, puisqu'on ne peut pas éviter le débat sur le redécoupage des territoires, que tant qu'on n'aura pas remis en cause les limites départementales, on va toujours s'amuser à se renvoyer la balle, oui mais la Mayenne, oui la Vendée, etc. Et qu'il faut mieux partir de bassins de vie qui voudraient fusionner ensemble. Et on est au XXIe siècle, en effet, les limites des régions françaises peuvent changer et non pas faire ces espèces de maelstrom qui n'apportent, à mon avis, rien. Alors pourquoi ça n'apporte rien? Deuxième remarque, c'est qu'on est en train de parler ici de dynamique de territoire. J'invite tout le monde à aller sur le site qui s'appelle Stratégie Seine-Maritime. Donc, c'est la stratégie de l'Île-de-France à partir du port, du grand port, Le Havre, Rouen, jusqu'à Paris, et qui incorpore, alors qu'on est en train de parler du fusion Bretagne-Pays de la Loire, leur périmètre d'action, c'est les 3/4 du Val-de-Loire, et ça incorpore Nantes, c'est-à-dire se pose la concurrence entre l'Interland du Havre par rapport aux capacités nantaises. Donc je pense qu'on devrait regarder ce qui se passe chez nos voisins de l'Île-de-France et on verrait qu'on a peut-être une guerre de retard.
Moi, ma question maintenant s'adresse, c'est en lien, je m'intéresse un peu au fret maritime et aux problèmes des ports bretons et leurs liaisons. Moi, je ne viendrai pas sur des travaux d'universitaires de Bretagne. Je pense à M. Joyot, qui a été un universitaire en sciences juridiques ici à Nantes et qui est parti en Nouvelle-Polynésie et qui est très intéressant. Je pense que là, d'ailleurs, on n'a pas parlé encore de ce que tu as dit. Peut-être vous pourriez poser votre très question. Court, mais c'est important, vous allez voir pourquoi. À un moment donné, tu as situé que nous sommes tout le monde est très court. la deuxième nation à avoir le deuxième espace maritime. Nous sommes sur une presqu'île, voire presque une presqu'île très avancée, où on n'a pas du tout une économie maritime. On n'a pas un ministère de la mer. Et ce que je constate, c'est que la logique continentale met en cause le développement de l'économie de la mer. Et je crois qu'il faut, par rapport à un projet de territoire, je crois qu'il faut reposer la question d'une politique maritime pour la France qui ne peut passer réellement que par une solidarité des différents territoires dans l'interland direct des ports bretons, dont celui de Nantes. Je partage entièrement. Il y a eu des projets dès 1914 de Casimir Perrier pour la Bretagne et notamment pour Brest qui étaient fabuleux. On a loupé beaucoup de choses. Les travaux d'Yves Le Bailly également qui sont très intéressants sur le sujet montrent bien qu'on a... Et c'est vrai que c'est un peu l'objet d'un petit chapitre qu'on a écrit là, mais il y a un potentiel en Bretagne, mais vraiment extraordinaire. Et donc là, je crois que c'est... Je parlais de choses concrètes à mettre en place. Et oui, personne ne regretterait que Nantes, Saint-Nazaire et Brest mettent en place une grande politique maritime pour l'ensemble de la Bretagne. C'est ça des choses concrètes et ça crée de l'emploi, de l'activité et au bénéfice de la France pour 11 millions de kilomètres carrés de surface maritime. Allons-y. C'est vrai qu'après, les gens de Laval ou d'Angers ou du Mans, qui viennent jamais à Nantes d'ailleurs, les Manceaux, ou quasiment jamais, c'est pas tout à fait les mêmes enjeux. Et c'est pour ça que moi, je crois beaucoup à ces cohérences de territoire pour développer des activités en correspondance avec ce que l'on a, quoi. L'avant-dernière question. Oui, bonsoir. Déjà, je voudrais remercier Jean Olivreau d'être là ce soir, puisque ses travaux nous permettent, en fait, pour ceux qui n'ont uniquement le cœur de ce qu'il développe, il nous apporte des arguments économiques, géographiques, etc. Et c'est vraiment intéressant. En revanche, j'ai entendu ce soir des débats de géographes très intéressants. Je ne vous connais pas, mais en tout cas, j'ai appris pas mal de choses. Mais j'ai entendu surtout des personnes qui essayaient de trouver quelques failles à ce bel élan breton. Maintenant, je ne vous parle pas de vous, c'est vraiment tout mélangé. J'aimerais, maintenant qu'on a entendu Jean Olivreau, j'aimerais vraiment savoir d'où... Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui sont pour cette région Bretagne-Pays de Loire, à part nos hommes politiques qui ont quelque intérêt ou l'autre? Vraiment, monsieur, vous avez parlé de démocratie, c'est la question à se poser. Vraiment, personnellement, je ne comprends pas et je crois qu'on est très nombreux à ne pas comprendre d'où vient cet intérêt. Est-ce que vous voyez des populations se lever pour la Bretagne-Pays de Loire quelque part? C'est tout ce que je voulais dire. Bon, partagez-vous la stupéfaction de notre ami. Oui. Bon, oui, il partage. Oui, bon, allez, ce sera vraiment l'avant-dernière, là. Bon, très vite, d'abord, je suis pour l'essentiel d'accord avec Jean Olivreau. Ah, c'est une surprise. Sauf sur l'aéroport, mais je lui enverrai des documents. Deuxièmement, je pense que... Patrick Maréchal, qui était président du Conseil général. Patrick Maréchal. Le vrai débat, c'est centralisation ou décentralisation, jacobin ou girondin, tu l'as dit. Bon. Nous sommes, comme disait le général de Gaulle, dans une entreprise multiséculaire de centralisation depuis longtemps. Il avait essayé d'y mettre un peu fin. Et ceci nous imprègne tous, plus ou moins, dans nos réflexions. On est très dans un système
pyramidal, le pouvoir vient d'en haut, et non pas dans ce qui fait, je crois, la force de beaucoup d'économies dans le monde, c'est-à-dire le polycentrisme, la diversité, le réseau. Voilà. Et donc, c'est difficile de faire comprendre des notions comme réseau de ville, comme polycentrisme, comme ville-campagne, etc., parce qu'on est toujours. Et le danger est qu'on conçoive l'émergence, comme on dit, des métropoles, un peu aussi sur ce modèle-là. Et donc, bien sûr, personne ne nie, surtout quand on est nantais, l'importance que peut avoir une métropole pour irriguer son territoire, mais ce n'est pas une question quantitative, voilà, c'est une question qualitative. Et je crois aussi que le réflexe centralisateur qui nous imprègne et jusqu'aux échelons locaux, c'est que là où il y a la plus grosse population, la plus grosse force, eh bien, on capte le pouvoir. Et l'expérience montre que partout où on réunit autour d'un pôle fort, sans contrepoids, une gouvernance, c'est toujours les périphéries qui sont marginalisées ou appauvries. Et donc, il faut faire attention à ça. Autrement dit, une métropole qui enrichit son territoire autour et qui lui donne le droit à la parole a tout à fait mon soutien. Une métropole qui capterait de plus en plus à la fois le pouvoir, l'argent à son profit en appauvrissant les périphéries est un problème important auquel il faut réfléchir. Alors, deuxième point, on parle de ce redécoupage. Et pourquoi en parle-t-on ? Au fond, est-ce que le sujet, c'est plus de démocratie dans notre pays, donc plus de décentralisation et plus de pouvoir des échelons plus proches, régions, départements s'il en est, communes, etc. Or, vous remarquerez que dans le débat actuel depuis quelque temps, le gouvernement ne parle plus jamais de décentralisation. Il parle de réforme territoriale. Mais si on repartait du principe que nous sommes pour une nouvelle étape de la décentralisation, alors on commencerait à définir quel pouvoir à quel niveau. Évidemment, il faut beaucoup plus de pouvoir aux régions. Et à partir du moment où on donne beaucoup plus de pouvoir aux régions, la question de l'adhésion des citoyens, de leur envie d'avoir des projets ensemble, devient fondamentale. Si c'est pour redécouper, pour avoir toujours au fond l'essentiel des pouvoirs et de l'argent gérés par Paris, découpage ou pas découpage, ça ne changera pas grand-chose. Si en revanche on va vers des régions qui ont des pouvoirs, alors là, le problème de l'identité, de la cohésion, de l'envie de se développer ensemble est une question fondamentale sur laquelle il faut évidemment consulter les citoyens. Bien, la dernière question de la soirée. Je vais en faire une toute dernière pour terminer, je ne vais pas me faire applaudir. Simplement, vous avez dit les Bretons ont évité le piège du nationalisme. Ma question, est-ce que la tentation peut toujours exister ? Et ça m'amène à la question, quel regard vous portez sur ce qui se passe en Écosse et en Catalogne, qui sont rentrés dans des processus référendaires nationaux ? Quel regard vous avez là-dessus ? Je crois que précisément, ce sont des nations qui ont eu une bourgeoisie extrêmement puissante à un moment, qui a entraîné la fibre nationaliste en Catalogne, en Écosse, etc. Globalement, pour 70% des Catalans, ils ne se sentent pas espagnols. N'allez pas dire à un Écossais qu'il est anglais. Le Breton, il est français. Il est à 83, 85%, enfin voilà. Et il est breton à 88, français à 83, 85. C'est la singularité. Et pour moi, effectivement, moi je partage totalement ce qu'a dit Patrick Maréchal. L'enjeu de la Loire-Atlantique derrière, c'est effectivement l'enjeu du passage éventuel à cette république enfin girondine et faisant confiance aux différents territoires français. C'est pas rien. C'est pas rien. C'est l'enjeu, c'est-à-dire que voilà, il paraît que dans certains grands corps et formations, on leur dit jamais vous n'accepterez ça parce que ce serait la fin du pouvoir parisien. C'est un enjeu de fond pour le fonctionnement démocratique, je crois, d'un pays qui serait davantage démocratique. Merci Jean Livreau. Merci de votre attention à toutes et à tous et de votre capacité à débattre et à écouter des opinions qui ne sont pas forcément les vôtres.
Je rappelle que quelques-uns des livres de Jean Livreau sont en vente à l'extérieur, ainsi que l'excellente revue Place Publique. J'attire votre attention sur le fait qu'on a sorti pour la circonstance 2 vieux numéros qui sont tout à fait intéressants, sous forme d'une vingtaine de questions-réponses. On fait le point sur les rapports entre Nantes et la Bretagne, et l'auteur, l'historien Alain Croix, invite à ne pas tirer de conclusions historiques hâtives. Mais je vous conseille de faire ça. Prochain rendez-vous. Alors, septembre, c'est pas sûr du tout, mais autrement, tout début octobre, on aura un invité très différent, puisqu'il s'agira de Valdemar Kita, avec qui nous parlerons pas de tactique de football, mais plutôt de la place du football dans une ville comme Nantes. Bonne soirée.